Bonsoir à tous et bienvenue dans cette magnifique salle des fêtes du Palais Bourbon. Nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir ici et je vois que vous êtes venus très nombreux, ce qui nous fait encore plus plaisir. Nous sommes ici à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui a souhaité ouvrir tout un cycle de débats ici à l'Assemblée, dont le premier a lieu ce soir, un débat sur le logement. Et nous sommes évidemment très, très heureux qu'elle puisse venir nous en parler. Donc je vous appelle Madame la Présidente, venez nous rejoindre pour nous expliquer cette initiative. Merci, chère Brigitte. Je suis très heureuse que tu sois avec nous ce soir pour inaugurer cette Assemblée des idées. Donc, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, je suis heureuse de vous voir présents nombreux ce soir. Et je suis évidemment très heureuse de voir des citoyens parce que l'Assemblée nationale, c'est votre maison. Et il est important et il est heureux que vous y veniez et que vous sachiez que vous y êtes toujours les bienvenus. Depuis le premier jour de ma présidence, ma priorité est d'ouvrir en grand les portes de cette institution. Alors, les ouvrir à la culture d'abord avec l'installation dans la cour d'honneur d'une sculpture de prunes nourries que le public a pu admirer à l'occasion de la Nuit Blanche, avec la création d'un badge artiste permettant aux destinataires de s'installer dans la tribune de l'hémicycle, ou encore avec un spectacle qui a été donné dans cette salle même par Jean-Louis Debré lors de la Nuit du droit. Pour que les Français et que vous appropriez encore davantage ce lieu, j'ai aussi décidé d'augmenter de 40 000 places les créneaux de visite au Palais Bourbon, avec des inscriptions possibles désormais directement sur le site de l'Assemblée nationale par les citoyens. Et cette opération est un succès puisque jusqu'en janvier, 100% des créneaux sont d'ores et déjà réservés. Et jusqu'en avril, c'est quasiment 80% des créneaux qui sont d'ores et déjà bloqués. Mais j'ai encore voulu aller plus loin et nous avons décidé de créer des permanences citoyennes au cours desquelles je recevrai une fois par mois des Français de tous âges et de tout horizon pour que nous parlions ensemble de citoyenneté, de nos institutions, de démocratie. Et la première de ces permanences se tiendra le 28 novembre prochain. Nous les avons lancées aujourd'hui et nous avons déjà 179 inscrits, donc ce qui montre que cette initiative rencontre déjà son public. Vous l'avez compris, j'ai la conviction profonde que le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, doit vivre au rythme de la société. On dit que c'est le temple de la démocratie, mais ce temple, il doit être ouvert aux citoyens. Il faut que les citoyens puissent venir voir comment les députés travaillent, qu'ils viennent s'approprier ce patrimoine qui est le leur. Et surtout, qu'ils viennent y débattre, eux aussi. Vous le voyez dans l'hémicycle, en commission, les débats sont animés. Mais c'est tant mieux. C'est le signe d'une bonne santé démocratique. Je serai toujours là pour promouvoir la diversité des opinions et protéger la vitalité des discussions. Mais en réalité, et c'est une conviction profonde, et je sais que le président de la République la partage, c'est dans toute la France, dans toutes les strates de la société, que le débat doit infuser. Écouter leurs compatriotes, trouver des idées pour améliorer le quotidien, réfléchir à la société que nous voulons. Tel est bien sûr le mandat des députés, mais c'est aussi notre droit, et je dirais même plus, notre devoir à tous. Quand il s'agit de trouver des solutions concrètes pour transformer nos vies, nous avons tous notre mot à dire, qui que nous soyons et d'où que nous venions. C'est pourquoi j'ai souhaité créer ce nouveau cycle de débats qui se tiendront une fois tous les 2 mois et qui seront ouverts à tous, l'Assemblée des idées. Nous avons choisi ce label pour mettre en valeur le rôle que tient l'Assemblée dans notre cité comme lieu d'échange et comme laboratoire d'idées auquel chacun peut apporter sa contribution.
Et je suis particulièrement heureuse d'ouvrir cette première édition consacrée au thème du logement, un sujet au cœur des préoccupations de nos concitoyens et un enjeu capital de nos politiques publiques. Garantir à chacun un logement digne et conforme à ses besoins comme à ses moyens. Encourager la mixité sociale. Aider celles et ceux qui le souhaitent à accéder à la propriété. Concevoir des logements neufs, respectueux de l'environnement et rénover les passoires thermiques. Voilà autant d'objectifs stimulants pour les législateurs comme pour les gouvernants. Beaucoup d'avancées majeures se sont faites ici, à l'Assemblée nationale. Je pense à la loi instaurant le droit au logement opposable de 2007, dite DALO, mais aussi la loi ALUR de 2014, ou encore sous la dernière législature, la loi Élan de 2018, et je salue Michael Nogal que j'ai aperçu quelque part et qui portait cette loi. La loi Élan sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ce soir, ensemble, nous allons dresser un état des lieux et surtout réfléchir aux leviers d'action dont nous avons besoin en matière de logement. Et ce travail, nous allons le faire en bonne compagnie, la vôtre d'abord, bien sûr, et aussi avec nous pour débattre, Madame Ingrid Nappi, économiste, professeure à l'École des Ponts Paris-Tech, Monsieur Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre, et Monsieur Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers et membre du Conseil national de l'habitat. Tous les trois vont nous éclairer, nous donner matière à réflexion. Et puis, nous pourrons débattre, échanger. Vous pourrez évidemment poser des questions et intervenir. Je tiens à remercier particulièrement Brigitte Boucher d'avoir accepté d'animer cette soirée. Brigitte, je ne vais pas dire que tu es une institution à l'Assemblée nationale, mais c'est vrai. Elle anime pour LCP des émissions de grande qualité et elle est... avec nous, elle a un regard sur la vie parlementaire très précis, très bienveillant aussi et très professionnel. Et je crois pouvoir parler au nom de tous les députés, Brigitte, pour te dire à quel point nous t'apprécions. Et je te remercie vraiment d'animer cette première soirée avec nous. J'en profite pour remercier mes collaborateurs qui se sont arrachés les cheveux pour organiser aussi vite cette soirée, parce que cette ouverture de l'Assemblée nationale, je veux qu'elle aille rapidement et qu'elle se fasse vite, parce que pour moi, il s'agit vraiment d'une urgence démocratique. Et donc, Nima Aheri a beaucoup œuvré pour moi, ainsi que Mejdi Jamel. Ils sont là tous les deux au premier rang. Je vous remercie de les applaudir, parce que ce n'est pas facile d'organiser ce type d'événement. Le logement conditionne notre quotidien. C'est à la fois notre intimité, notre foyer, ce qui nous sépare de notre travail, ce qui nous en rapproche parfois. C'est là que nous commençons et que nous finissons notre journée. Parler du logement, c'est donc parler de notre présent et de notre avenir. C'est parler de la société dans laquelle nous voulons vivre et de celle dans laquelle nous nous projetons. Alors, chers amis, place au débat. Merci Madame la Présidente pour ce mot et bienvenue encore à tous pour cette initiative donc, qui nous réunit tous ce soir et ce grand débat sur le logement qui permet aussi à l'Assemblée nationale d'ouvrir ses portes plus largement à vous. Vous êtes ici bien évidemment chez vous et comme c'est la maison du peuple ici, vous allez avoir la parole aussi ce soir. Je vais vous expliquer comment va se dérouler cette soirée. Avant cela, je voudrais juste trahir un tout petit secret, si vous le voulez bien. Nous sommes ici dans la salle des fêtes, tout simplement parce qu'il y a des travaux à côté dans l'hôtel de la Sey. Et c'est une immense chance pour vous de découvrir cette magnifique salle qui est non seulement la plus grande du Palais Bourbon, mais aussi la plus belle. Donc vous avez énormément de chance.
Alors, comment va se dérouler cette soirée? Alors, nous allons avoir pendant une quarantaine de minutes nos intervenants qui vont pouvoir vous éclairer sur cette question du logement. Et puis ensuite, pendant 40 minutes, vous allez avoir la parole, avec une règle très précise. Ça, c'est la présidente qui a souhaité que ça se passe ainsi. Chronomètre à l'appui. Il y aura 1 minute 30 de questions. Donc, sachez-le quand vous voudrez intervenir. Et puis ensuite, 3 minutes 30 pour nos intervenants pour vous répondre afin de faire tourner la parole et qu'un maximum de personnes puissent intervenir. Alors, ce thème, c'est logement. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore tenté? Nous allons répondre d'abord à 2 questions. Comment répondre à la crise de construction de logements neufs? Et puis ensuite, nous verrons quels sont les leviers pour aider les Français à se loger dans un contexte un peu particulier que l'on connaît, qui est ce contexte de flambée des prix de l'immobilier à la location comme à la vente. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet, puisque vous connaissez maintenant nos invités, Ingrid Nappi, Henri Buzicazo et Christophe Robert. Ingrid Nappi, je voudrais commencer d'abord avec vous, si vous le voulez bien. En tant qu'universitaire, puisqu'on le rappelle, vous êtes professeure-chercheuse à l'École nationale des ponts et chaussées, est-ce que vous pouvez nous donner votre regard académique sur la crise du logement en France, sachant qu'à la crise du logement, s'ajoutent de nombreuses crises énergétiques, sociétales, environnementales, et puis on l'a dit, d'explosion des prix. Merci beaucoup. Je tenais d'abord à vous remercier, Madame la Présidente, pour ce débat national, alors qu'on parle d'une question qui est bien souvent traitée chez les Français comme une question privée, à la différence d'ailleurs de nombreux autres pays, notamment je pense à les pays d'Europe du Nord. Donc en effet, oui, c'est important de débattre nationalement de cette crise du logement. Et permettez-moi en tant qu'universitaire et surtout professeur, peut-être de dresser très rapidement un cadre dans ces 7 minutes, comment je vois cette crise du logement. D'abord, elle défait un constat. Ces chiffres sont très connus, mais c'est important de les rappeler. On va mesurer la crise du logement par le taux d'effort des ménages, c'est-à-dire le ratio de la dépense en logement, que ce soit pour rembourser un crédit, que ce soit pour payer un loyer avec des charges. Vous avez compris. Ce taux d'effort a dramatiquement augmenté, a été multiplié par 2 en 50 ans. Il est passé de 9% à peu près en 1959-60 pour atteindre 23% en moyenne. Mais ce qui est grave, c'est qu'il reflète d'énormes disparités, notamment entre les propriétaires pour lesquels le taux est de 11%, et on va aller au plus élevé, 40% pour les primo-accédants qui sont principalement des jeunes. Cette crise, elle est également qualitative et on va en parler certainement, c'est celle de la précarité énergétique qui concerne pratiquement, on va dire, un peu plus de 3,5 millions de ménages, qui concerne 5 millions de résidences principales. On connaît tout ça. C'est également une crise qui est marquée par un niveau sans précédent d'augmentation des prix. Et attention, là je pense qu'il faut vraiment bien distinguer les valeurs locatives des valeurs vénales des prix. Les prix, les loyers ont bien augmenté, mais les loyers ont plutôt stabilisé, en fait. On va dire qu'ils ont légèrement augmenté sur, disons, les 50 dernières années, et alors que, par exemple, les prix ont doublé en 20 ans. Les prix ont doublé, donc on a vu des augmentations de plus de 130%, avec également un effet de disparité très forte, de distorsion très forte entre les plus, qu'on appelle les déciles, donc on va dire les plus pauvres et les mieux logés. Avec des prix qui concernaient au départ la région Île-de-France et puis qui concernent depuis très peu de temps les grandes métropoles et puis dernièrement, avec l'effet Covid, des villes moyennes. Donc c'est là qu'il est intéressant de s'intéresser à pourquoi. Et je dirais qu'on est toujours en crise. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne l'économie immobilière, principalement de bureaux, mais également de logements. On est toujours en crise. Alors de quoi parlons-nous ? De quel marché ? Parce qu'on voit bien que ça ne concerne pas tous les marchés, ça ne concerne pas toutes les zones géographiques. On voit bien que même d'une ville à une autre, la crise n'est pas la même. Donc, il ne manque pas de logements partout. Et à quel niveau allons-nous nous situer ? Du côté du locataire, du côté du propriétaire, du côté du bailleur, du propriétaire accédant ? On voit bien que c'est très complexe. Alors moi, je dirais qu'on a changé de paradigme. Et très rapidement, parce que le temps est compté, mais ça peut servir de trame, on est passé d'une vision très patrimoniale de l'immobilier, je dirais, pendant les 40 années de croissance d'après-guerre, jusqu'aux années 80, où on construisait de manière quantitative du logement, avec des aides à la pierre majoritairement, mais également des aides à la personne un peu plus tardivement, avec l'idée que quand le BTP va, tout va. On sait très bien, on observe régulièrement les autorisations, voire les mises en chantier de logements, et on table toujours sur les fameux 500 000 logements qu'il faut construire. On construit et on aide à la pierre, et tout va bien. Et je voudrais juste dire que
on a connu une taux d'inflation bien plus important qu'on a actuellement. On a connu des prix d'augmentation énergétique bien plus importants qu'on ne connaît actuellement. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas un problème aujourd'hui, mais on l'a déjà connu. Donc on a trouvé des solutions. Je pense que c'est vraiment une question de paradigme. Donc on est aujourd'hui dans une crise qui est sociétale. Vous connaissez tous. La crise du Covid, par ailleurs, avec le télétravail, est en train de changer, était devenu un problème pour les entreprises, va devenir un problème pour les ménages, parce que télétravailler chez soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un logement qui le permet. Donc on est en pleine crise de la dette publique également, en plein retournement des prix, d'inflation qui semble être galopante, de crise énergétique, que sais-je encore. Donc on ne va pas revenir là-dessus. On a déjà vécu tout ça. Par contre, il faut quand même regarder que la situation en France n'est quand même pas non plus aussi alarmante qu'elle semble l'être. En Europe, on tient quand même bien la route. Les aides publiques sont quand même importantes et bien plus importantes que la moyenne européenne. Le nombre de logements par millier d'habitants, on est à peu près à 500 logements pour 1000 habitants. On est largement au-dessus des autres pays. Voilà, que sais-je encore. Donc, en résumé, moi, je dirais qu'on est passé donc cette fameuse approche patrimoniale où l'immobilier était une valeur refuge contre l'inflation. On avait de l'inflation et on investissait dans l'immobilier sur une durée longue, patrimoniale, pour se protéger de l'inflation et pour assurer un patrimoine. Et puis, brutalement, dans les années 90, on est passé d'une approche financière. J'ai beaucoup travaillé et beaucoup écrit sur la financiarisation de la ville, du bureau et également du logement, où là, on va raisonner sur des rentabilités à très court terme. Et notamment, on va faire une logique d'offre en permettant d'accorder l'aide à la pierre à des ménages particuliers, en défiscalisant, en trouvant des niches fiscales. Tout ça va très bien et on construit et on trouve un certain modèle d'équilibre jusqu'à ce que récemment, tous ces éléments qui sont déclencheurs ont montré qu'on avait besoin, on changeait de paradigme. C'est peut-être la fin de la financiarisation à outrance. C'est le début d'une nouvelle approche immobilière à laquelle on n'est pas habitué, qui est indispensable et qui va être drainée par l'environnemental. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec la société qui a évolué, on sait bien qu'il y a la décohabitation, on sait bien qu'avant on avait 2 revenus pour un ménage, pour un logement. Aujourd'hui, on a un revenu pour un ménage, pour un logement. On sait aussi qu'il y a le vieillissement de la population. Plus de 20% aujourd'hui ont 65 ans, plus de 65 ans, ça sera 45% dans 30 ans. Donc on voit bien qu'il y a un problème sociétal. Et au-delà de ça, on voit bien que la question aujourd'hui, c'est comment aider l'offre. Faut-il construire encore? Je pense qu'il y a un véritable débat. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rénover. Il faut structurer une filière qui n'est pas encore habituée. La construction est passée par la maîtrise d'ouvrage. On a un problème de coût de construction, on a un problème de sol. Enfin, on ne va pas dresser la liste de tous les problèmes, mais on voit bien qu'on change de paradigme, selon moi, parce qu'on va être aujourd'hui sur un paradigme de la demande. On voit bien qu'on est passé d'une approche de quantité à une approche de qualité. Et dans cette approche de qualité, il faut aujourd'hui rénover, puisqu'on n'a pas le choix, la loi climat et résilience est passée par là, et c'est heureux. Il faut donc lutter contre le changement climatique. Je vous rappelle que le bâtiment, je vais un peu vite, mais je vais être dans mon temps, le bâtiment est le premier poste de dépense des ménages, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre, donc, et on est en retard. Donc il faudra bien prendre un biais pour y arriver, dans un climat où aujourd'hui les distorsions et les disparités sont très fortes, les inégalités sociales sont très fortes, voire explosives. Donc il est important de voir aujourd'hui que ces périodes patrimoniales de long terme, financiarisation de court terme, ont un moment, ont une vie. Et à un moment donné, il faut gérer la crise de ces périodes et trouver une transition facile qui va reposer sur la qualité, sur la prise en compte de la maîtrise d'œuvre. Vous verrez que j'écris beaucoup sur ce sujet en ce moment. C'est très important parce que la maîtrise d'œuvre aujourd'hui n'est pas si bien organisée qu'elle pourrait l'être. Elle fonctionne encore en silo et on a besoin aujourd'hui d'avoir des acteurs qui travaillent ensemble sur la qualité et sur le choix des matériaux parce que nous sommes dans une économie des ressources. Nous n'avons plus rien à voir avec ce qui s'était passé il y a 40 ans. Est-ce que je suis dans les temps? Vous êtes parfaitement dans les temps, Ingrid Nappi. Merci, je vais vous redonner la parole un petit peu plus tard. Henri Buzicazo, je vous représente, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, l'IMSI. Alors, est-ce que vous partagez le constat d'Ingrid Nappi sur tout ce qui vient d'être dit d'abord? Est-ce que vous avez des différences avec elle? Et face à cette crise de la construction, quelles sont pour vous les bonnes questions à se poser dans le contexte démographique, inflationniste, énergétique que l'on connaît actuellement? Bon, je souscris à l'essentiel, vous m'autoriserez mon satisfecit aussi,
qui s'adresse à la présidente, que la réflexion publique au plus haut niveau place le logement où il doit être, c'est un progrès considérable. Voilà. Et je pense que dans ce qu'on peut ici diagnostiquer, il y a sûrement des choses qu'on n'aurait pas eu à diagnostiquer s'il y avait eu un regard peut-être un peu plus attentif et compétent sur le logement. D'ailleurs, je commencerai par dire qu'on a un premier problème. Alors oui, je souscris essentiellement à ce qu'a dit Ingrid, je vais dire à ma manière, et peut-être avec des nuances, qui est le problème de connaissance. C'est l'un des symptômes que la réflexion publique n'a pas cru bon de considérer ce logement comme un objet de connaissance intime. L'histoire des 500 000 logements, les besoins en numérique, territoriaux, rapportés aussi aux nouveaux usages, on ne les connaît pas. Je vous raconte une histoire qui est quand même assez saisissante. D'où viennent les 500 000 logements? Ça vient d'une étude commandée en 2002, il y a 20 ans, une génération, par le Crédit Foncier à la chaire d'économie urbaine et d'immobilier de l'université Paris-Dauphine. Elle a disparu, cette chaire. Un rapport sort qui surprend tout le monde. On avait un objectif de 300 000 logements. Moi, quand je suis entré il y a plus de 30 ans dans ce secteur, eh bien, c'était 300 000 logements. Alors, quand on était un peu au-dessus, on était content. Bon. Et puis, cette étude sort, et ces 500 000 logements, c'est 1 million de logements qui font défaut. On continue à vivre sur ces statistiques. Jamais les pouvoirs publics n'ont créé un observatoire. Il aurait pu être en partenariat public-privé, peu importe. On ne sait pas de quoi on parle. C'est quand même incroyable. Et encore une fois, rapporter au territoire, rapporter aux évolutions sociologiques, c'est désormais avec ce regard qu'il faut avancer. Ensuite, il y a d'évidence, on le dit aujourd'hui de manière imprécise, mais un besoin de plus de logements. Une observation, on a gagné en 30 ans quelque chose comme 14 millions d'habitants dans ce pays, et on n'a que assez peu augmenté le parc de logements. Donc bien sûr, il y a un problème. Alors tous n'en pâtissent pas. La surpopulation, Christophe en parlera de manière plus compétente que moi, elle touche plus certaines catégories que d'autres. Et précisément, le logement aujourd'hui est un sujet de clivage terrible entre ceux qui sont bien logés et puis les autres. Il y a un nuancier qui va jusqu'à l'absence de logement, jusqu'au sans-abrisme. Mais d'évidence, on sait qu'il faut plus de logements. Alors, c'est de deux manières, en effet, qu'on va les obtenir. Moins par la production, ce qu'a dit Ingrid est tout à fait juste, parce qu'il y a des impératifs aujourd'hui, on y souscrit tous, de frugalité, sobriété foncière. Et donc, on ne va pas artificialiser. On sait qu'il faut s'arrêter de le faire en 2050, avoir divisé par 2 en 2030 le rythme d'artificialisation. On le sait, les promoteurs, il y en a dans la salle, les constructeurs de maisons individuelles, comprennent cela aussi, même si ça fait changer leur métier. Il y a évidemment ce besoin de frugalité. Et donc, on va mobiliser le parc existant et on va reconstruire sur l'existant, c'est exactement ça. On va apprendre à faire les choses différemment. Ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est plusieurs choses. La mobilisation foncière, déjà, d'un foncier déjà artificialisé, elle n'est pas faite jusqu'à son terme. Je le dis, l'immobilier de l'État, l'immobilier des collectivités, là encore, on manque d'un inventaire pour savoir s'il y a du foncier constructible qui n'est pas utilisé. Et il y en a. Un exemple, il y a eu dans cette maison, avant vous, madame, un Premier ministre qui a été maire de Nantes. Eh bien, au cœur de Nantes, il faut savoir qu'il y a 14 hectares non construits qui sont encore protégés par le secret défense. Alors, je ne devrais pas vous le dire, mais et voilà, ils ne sont plus utilisés par le ministère de la Défense. C'est de l'immobilier de l'État. Eh bien, ils sont là. Donc, il faut faire un inventaire, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce soit public, de ce qui existe. On sait également que la loi de mobilisation foncière, par exemple la première loi Duflot, c'est pas la loi Allure, la précédente, n'a pas produit les effets qu'elle devait produire. On sait qu'il va falloir favoriser la densification, la surélévation des immeubles. On ne le fait pas. Les PLUI, les plans locaux d'urbanisme, il faut savoir qu'ils ne sont utilisés qu'à 70% des possibilités de densité qu'ils offrent. Ça, c'est un gros problème. Donc, on a de toute façon ces problèmes-là. Et puis, le problème, et j'en arrive aussi à l'existant, de la compatibilité avec l'impératif de zéro artificialisation nette. Le mode d'emploi, aujourd'hui, fait défaut pour les acteurs de la construction,
promoteurs, constructeurs de maisons individuelles, pour les élus locaux, les maires qui délivrent les permis de construire. Comment fait-on? Comment articule-t-on les deux? Il me semble que le précédent quinquennat, la précédente législature, ici, la loi climat-résilience en a été un fruit important, en août 2001, eh bien, ces règles du jeu, il faut maintenant les compléter d'un mode d'emploi. Comment on fait pour produire néanmoins, et sur l'existant, et là où il y a aussi des terrains, de manière à répondre aux besoins qu'il faudrait quantifier plus finement. Sur le parc, et sur la mobilisation du parc, il ne faut pas se leurrer, on présente un peu trop comme le Graal, la mobilisation du parc. Non, ça ne suffira pas. Quand on dit qu'il y a 3 millions de logements mobilisables, là encore on manque de précision, on manque d'un observatoire, et d'évidence, il faut affiner ça. Et pour finir, le cancer dont on pâtit, il a été désigné de son point de vue par Ingrid, c'est la cherté du logement. On ne le dira jamais assez. On s'en est accommodé depuis 15 ans parce que les taux étaient faibles. Les discours de la profession, vous voyez, moi je balaye devant ma porte, je les trouve très autosatisfaits de cette augmentation de prix, de ce rythme croissant de transactions, d'achat de logements. On a juste perdu de vue que c'était des ménages de plus en plus fortunés, avec de plus en plus de revenus élevés, qui se portaient acquéreurs. Et aujourd'hui, la crise, les dérèglements économiques jouent comme une loupe sur ces problèmes structurels. Et d'ailleurs, la croissance en pâtit, parce que si le logement était abordable, ce qu'il n'est pas, ce qu'il est de moins en moins, la croissance se porterait mieux. Je vous donne un seul chiffre d'ailleurs. Dans notre pays, pour acheter un logement, il faut, selon les territoires, très tendus ou moins tendus, entre 7 années sur les plus tendus de revenus nets d'un ménage et 4 années. C'est la moitié en Allemagne. Voilà. Donc ce cancer, on ne peut plus s'en accommoder. Les raisons sont multiples, mais globalement, c'est pour moi le plus gros problème. Observation, production, mobilisation du parc et cherté des logements. Voilà 4 diagnostics, 3 si je mets de côté l'observation, mais tout par-delà. On va revenir, vous allez rebondir là-dessus, Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre, sur cette question de la cherté, parce que vous êtes évidemment soucieux, vous, de l'accès au logement, et on sait que le logement occupe une part considérable aujourd'hui dans le revenu des ménages. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente. Voir inaugurer ce cycle sur le logement, c'est vraiment une grande satisfaction, on l'a tous dit. Cette question du logement, elle est malmenée. On va en discuter. Elle est malmenée et pourtant elle fait des dégâts. Donc ça a commencé à être évoqué par mes prédécesseurs. Donc c'est fondamental que ici, moi j'ai le souvenir aussi de l'abbé Pierre qui était député. Quand je suis rentré là, je me suis dit, voilà, il était combattant de la lutte contre le mal logement. Il a agi, il a bousculé la société, mais il a aussi été député en se disant que il y avait aussi là des leviers majeurs, et vous avez rappelé un certain nombre de lois qui ont pu faire avancer la situation des plus fragiles. C'est aussi la responsabilité de l'Assemblée nationale. Donc vraiment, sincèrement, merci. Pourquoi merci? Parce que, au fond, ce problème du logement, il est, je disais, maltraité parce qu'il est souvent appréhendé soit par secteur, soit d'un point de vue technique. Et ça nous fait oublier tout ce qui se cache derrière la vie de nos concitoyens à travers le logement, et c'est ce que vous avez dit dans votre introduction, et je m'en réjouis. Si on aborde du point de vue technique, on va parler d'acteurs, on va parler de moyens financiers, on va parler d'outils, de dispositifs, mais on oublie que derrière la question du logement, il y a la question de l'emploi. Pas de logement, difficile de maintenir un boulot, et ça on le sait à la Fondation. Il y a la question de la scolarisation des enfants, il y a la question de la ville que nous voulons, qui a le droit d'habiter où. Il y a la question de la santé, précarité énergétique, mais pas seulement. Je pense à l'habitat indigne, je pense aux morts de la rue d'Aubagne, avec l'effondrement des immeubles à Marseille. Je pense à tous ceux qui sont aujourd'hui en souffrance et qui n'ont pas de logement. Donc il faut absolument, pour que le logement ne soit pas juste regardé comme un champ d'intervention, un secteur parmi d'autres, observer tout ce qui se cache derrière la question du logement, tout ce que ça signifie pour les familles, les concitoyens, les jeunes, ceux qui sont en séparation conjugale, les personnes âgées, pour pouvoir en fait se poser, à mon sens, les bonnes questions. Et du coup, beaucoup de ces bonnes questions viennent d'être évoquées. Moi, je vais peut-être l'appréhender de manière un peu complémentaire en disant, finalement,
c'est quoi cette histoire de crise dont on parle depuis si longtemps? Bon, des choses ont évolué positivement. Si je reprends depuis l'appel de l'abbé Pierre en 1954, on a considérablement fait évoluer la qualité des logements. Mais vraiment, le nombre de mètres carrés par ménage a considérablement évolué. Tous les logements, quasiment 1% ne sont pas concernés, mais ont maintenant de l'eau, de l'électricité, les toilettes à l'intérieur du logement. Donc ce sont des évolutions qu'il faut toujours garder en tête parce que c'est ce qui nous donne la force de continuer à se dire que ça pourra être autrement que ce que je vais décrire maintenant. Maintenant, il s'est passé quelque chose. Ça n'a pas toujours été comme ça. Le fait que ça soit devenu le premier poste de dépense des ménages. Le premier poste de dépense des ménages, c'est la première dépense des ménages. Donc ça devrait être le premier souci du gouvernement ou de l'Assemblée nationale quand on fait la loi sur le pouvoir d'achat cet été, puisque c'est le premier poste de dépense de ménage. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une inversion en 30 ans entre les dépenses liées à l'alimentation et celles liées au logement. Avant, c'était l'alimentation, puis le logement. Aujourd'hui, c'est le logement et ensuite l'alimentation. On parle d'un taux d'effort moyen que tu as évoqué tout à l'heure, absolument juste, mais pour beaucoup, ce n'est pas 24%, c'est 50%, 60% du budget du foyer, de la famille, de la personne qui est dédiée au logement. On a vu des prix de l'immobilier qui ont flambé, on a parlé du doublement. Moi, je suis un peu plus dur sur la question des loyers. Certes, ils ont évolué moins vite que les prix à la vente, les prix de l'immobilier, dont on parlait d'un doublement en une quinzaine d'années, mais les loyers, ils ont augmenté de 50% pendant cette période-là, en moyenne. Et 50%, ce n'est pas les ressources des ménages qui ont augmenté pendant cette durée-là. Donc il y a eu un décrochage, si vous voulez, entre le coût du logement et les ressources des ménages. Donc ça pose un problème. Et c'est le problème qu'on connaît tous, qu'on voit bien tous les jours, avec les difficultés que ça produit pour nos concitoyens. Quelques chiffres pour mesurer cette difficulté. Il y a environ 4 millions de mal logés en France aujourd'hui. Mal logé, ça veut dire qu'on peut être sans abri, on peut être sans domicile fixe, mais aussi on peut être dans un logement complètement pourri que quelqu'un nous loue très cher parce qu'on n'a pas d'autre choix de se mettre un toit sur la tête à un moment et il faut bien trouver une solution. 4 millions de mal logés, avec à l'intérieur de ces mal logés, une catégorie qui nous inquiète profondément, Henri l'a évoqué, la situation des personnes sans domicile. Eh bien, figurez-vous que là aussi, il y a un manque de connaissances considérable, mais on sait quand même que depuis 2012, le nombre de personnes sans domicile a doublé. Est-ce qu'on se satisfait, nous, la France, pays riche, de voir doubler le nombre de personnes sans domicile dans notre pays? Je crois que ce n'est pas acceptable. Ça veut bien dire qu'il y a un problème quelque part. À côté de ces 4 millions de mal logés, dont 300 000 personnes sans domicile fixe, il y a 12 millions de personnes qui sont en situation de fragilité. Ils ne sont pas mal logés. Mais si on ne fait pas un peu gaffe, ils risquent de basculer un moment dans le mal logement, parce qu'ils sont dans une copropriété en difficulté, parce qu'ils dépensent trop pour se loger, parce qu'ils sont 10 dans 25 mètres carrés et que ce n'est pas satisfaisant pour vivre au quotidien, pour la famille, pour le couple, pour les enfants, la scolarisation, etc. Donc, toute une batterie d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a 4 millions de mal logés d'un côté, 12 millions de fragilisés de l'autre. Plus, même si ça ne s'additionne pas à ces chiffres-là, la situation des personnes en situation de précarité énergétique, qui sont évaluées à peu près à 12 millions de personnes. Donc des gens qui n'arrivent pas à se chauffer ou qui se chauffent mal. Donc le logement est un facteur d'exclusion dans notre pays. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Alors, pas pour tout le monde, hein, c'est là où je partage totalement l'analyse macro qu'on évoquait tout à l'heure. Pas pour tout le monde, mais ça commence à faire du monde, malgré tout. Et puis autrement, le logement, au-delà d'être un facteur d'exclusion, c'est un facteur d'inégalité. Je m'explique, ça a été dit, tout le monde n'a pas les mêmes taux d'effort. Ceux qui sont à 15%, ceux qui sont en propriété, je ne reviens pas sur les chiffres, ils ont été donnés. Mais quand même, ça veut dire que les plus fragiles, eux, sont ceux qui prennent le plus cher dans cette histoire-là. Et par exemple, là, on nous annonce un bouclier énergétique. L'État met en place un bouclier énergétique qui fait qu'on aura une augmentation de l'énergie, pour se chauffer notamment, qui ne dépassera pas 15%. Mais ces 15%, c'est autant pour les plus riches que pour les plus pauvres. Donc celui qui a 800 € par mois, il va se prendre 15% d'augmentation. Et là, il y a des questions sur lesquelles je voudrais insister, sur la question des inégalités dans leur ensemble, sur le taux d'effort, sur la localisation. Qui peut aujourd'hui se loger à côté de son lieu de travail ou là où il a envie de se loger? Ben, ce n'est pas gagné pour tout le monde. Donc il y a aussi des phénomènes d'inégalité qui s'accroissent en fonction de qui a le droit de choisir son logement et où, avec des conséquences sur les trajets domicile-travail,
avec les conséquences sur une deuxième voiture, avec l'étalement urbain qui était évoqué tout à l'heure, et donc des incidences très fortes. Pareil, qui aujourd'hui, autre facteur d'inégalité, peut devenir propriétaire? On a commencé à l'aborder, ça c'est un sujet incroyable. Aujourd'hui, les primo-accédants, c'est-à-dire ceux qui voudraient devenir propriétaires parmi les ménages modestes, c'est quasiment plus. En tout cas, ça a diminué considérablement. Et donc, à l'inverse, ceux qui peuvent acheter 10 logements, 100 000 euros par logement, qui vont les revendre 10 ans après, parce que ça a doublé 10 fois 100 000, eh bien, on fait un creusement des inégalités. Donc, on est face à des enjeux très très forts, on l'a dit, de construction, de rénovation, avec, je ne reviens pas sur ces enjeux très importants, moi j'ai juste une petite nuance, c'est de dire, oui, il faut construire, oui, du neuf, mais où, pour qui, à quel prix? Et donc là, c'est l'intervention de la collectivité, l'intervention publique, on va y revenir sur les leviers, le logement social par exemple, qui est extrêmement mal mené depuis 5 ans, je donnerai quelques chiffres qui sont assez préoccupants, mais plus globalement, la dépense globale de la puissance publique. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un chiffre qui vient de sortir. Le poids de la dépense de la collectivité, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales, les partenaires sociaux, n'a jamais été aussi bas qu'en 2021. C'est-à-dire que nos dépenses collectives dédiées au logement, État, collectivités locales et partenaires sociaux, c'est donc Action Logement notamment, n'ont jamais été aussi basses si on les compare à notre produit intérieur brut, c'est-à-dire à notre PIB. On a atteint à certains moments, il y a une dizaine d'années, 2,2% du PIB. Aujourd'hui, on est à 1,5, 1,6, c'est-à-dire un niveau, alors ce n'est pas un indicateur qui permet de tout expliquer, mais il y a bien eu des fortes baisses de dépenses publiques qui montrent, et je terminerai là-dessus, pour revenir à mon introduction, que la question du logement n'est pas traitée à sa juste place sur la manière dont elle produit des exclusions et des inégalités. Et j'espère qu'on aura l'occasion, au moment des leviers, de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail des mécanismes que l'on connaît qui marchent. Et c'est là où l'intitulé de cet échange, qu'est-ce qu'on n'a pas encore essayé? On a peut-être aussi mis en place des choses dans notre histoire depuis 60 ans qui marchent très bien, mais qu'on a affaibli en termes de protection sociale. Et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Oh, merci évidemment pour ce constat, pour ce diagnostic qui appelle alors là de nombreuses questions maintenant. Venons-en donc aux leviers qui vont nous permettre eh bien de faire sauter un certain nombre de blocages pour permettre aux gens de se loger. Ingrid Nappi, on aborde la question des leviers. Lesquels vous paraissent nécessaires pour permettre aux Français de mieux se loger aujourd'hui? Alors j'avais envie de rebondir sur la question de Christophe. Il faut davantage de propriétaires, mais c'est peut-être pas forcément le modèle d'être propriétaire. Il y a des pays, notamment scandinaves, et je pense aussi à l'Allemagne, où on peut être locataire, vivre très bien avec des loyers raisonnables et avoir une mobilité. Moi, je vais reprendre encore mon rôle d'économiste et j'aimerais aborder les leviers sous l'angle de... Il ne faut pas oublier qu'un logement doit être vu sous trois dimensions économiques qu'on oublie. C'est d'abord un cadre bâti, on le produit. Puis ce cadre bâti, parce qu'il permet d'offrir un espace qui s'offre sur un marché locatif et va être contraint par l'offre et la demande à avoir des loyers qui vont varier. Donc c'est un cadre bâti qui est construit ou rénové aujourd'hui, qui offre un service, un espace qui coûte un loyer. Et parce que ce cadre bâti, cet immeuble rapporte un loyer, devient un immeuble de rapport, peut-être considéré comme un actif. Et je pense que si on n'a pas en tête ces trois dimensions à la fois, on se casse la figure. La première dimension aujourd'hui, le premier levier, si on regarde la construction, oui, il faut continuer à construire, il faut construire moins. Bien sûr, quand le BTP va, tout va. On sait très bien que c'est un secteur très peu capitalistique. Entendez-là par qu'il y a très peu de robots qui construisent. On n'est pas dans l'industrie automobile, même si on est dans l'industrie. Donc c'est un secteur qu'il faut maintenir ainsi, même s'il faut aussi construire hors sol, qu'il faut faire de la recherche sur les nouveaux matériaux, la frugalité, etc. Donc il y a besoin de comprendre les nouveaux process de production et peut-être de les améliorer, parce que là, il y a en effet une filière qui est quand même assez désorganisée dans le nouveau contexte actuellement. Et bien sûr, pour permettre de construire, il faut construire en dehors des zones à artificialiser, bien évidemment, en dehors des zones naturelles, donc sur des zones déjà artificialisées. Donc ça veut dire comprendre
la densité urbaine. Et ça, c'est intéressant parce qu'on ne communique pas assez sur ce que c'est que la densité. Il faut savoir que les quartiers haussmanniens les plus chics sont ceux qui sont les plus denses. Or, on n'a pas l'impression d'être dans une densité urbaine. Donc, il y a vraiment un travail sur la densité à faire. La deuxième chose, c'est un travail sur les filières de production. C'est trop long pour produire un logement. Il faut garder cet esprit peu capitaliste parce qu'on crée de l'emploi indiscutablement, même si c'est encore à discuter. Je pense qu'il faut donc revenir sur une organisation de la maîtrise d'œuvre, et là pour l'instant on n'y est pas. Donc on a des grandes entreprises, c'est très concentré dans la maîtrise d'ouvrage, il faut aider les maîtres d'ouvrage, il faut leur faciliter la chose mais, par le foncier, mais il faut également aider la maîtrise d'œuvre. Et là on a affaire à beaucoup de PME, d'artisans qui sont désorganisés et pourtant ils ont les capacités. La deuxième chose, c'est l'espace. On ne va pas résoudre le problème, mais les loyers ont quand même beaucoup moins augmenté. Et s'ils ont augmenté, c'est par un effet naturel d'offre et de demande. D'accord ? S'il y a moins d'offres, d'espace, plus de demandes. Bon. Donc là, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on a offert. Donc on reviendra sur la troisième dimension. Concernant l'espace, il faut voir que les ménages changent dans leur taille. Et donc il faut assurer la mobilité sur ce marché locatif, que ce soit dans le social comme dans le privé. Dans le social, on a des véritables rentes de situation. Et donc c'est pas normal non plus. Et c'est la même chose dans le privé. C'est-à-dire que comment changer de logement s'il faut à nouveau, alors que le marché du travail change. Le marché, on n'a plus de CDI facilement. On sait très bien que dans le monde de l'entreprise, je connais bien le monde du management, le travail est en train de changer, donc le logement doit changer aussi et l'attribution du logement doit changer. Donc c'est très difficile pour un jeune aujourd'hui de non seulement ne pas avoir de CDI, mais en plus de trouver un logement, et quand il en a un, il a peur de changer parce que sinon on va encore lui demander des garanties, etc. Et voilà. Donc, concernant le locatif, je pense qu'il y a largement à discuter là-dessus. Bien sûr, l'encadrement des loyers, qui n'est pas un moratoire sur les loyers, hein, bien sûr. On parle bien d'encadrement des loyers, notamment pour certains logements, évidemment. Et puis, bien sûr, l'aspect investissement. Parce que vous êtes tous plus ou moins concernés en tant que ménage. Vous avez tous soit acheté déjà votre logement dans des conditions très avantageuses pour ceux qui sont plus âgés. Vous avez tous certainement opté pour des outils de défiscalisation en disant chouette, on a réduit les impôts et on œuvre dans le logement locatif. Mais où ça a été construit tout ça ? Là, c'est là qu'il manque réellement un observatoire pour savoir, très bien, ça rend bien son service de défiscaliser, ça donne bien un choc de l'offre et tout le monde est content parce que quand on voit la promotion immobilière, 50% des mises en chantier, c'est dû au Pinel. Et 50 autres %, c'est de la VFA publique. Donc là, il y a aussi un problème. C'est dans le sens, comment ça doit être rentable. Et là, je pense qu'on a trop galvanisé le comportement des institutionnels, qui, je le rappelle quand même, pendant l'entre-deux-guerres, voire même sous Haussmann, étaient les seuls propriétaires d'investissements locatifs, donc avec une feuille de route à long terme. Et on voit aujourd'hui, quand on parle de financiarisation, on voit vraiment les fonds hyper opportunistes. Il y en a. Il y en a sur certaines catégories de logements, notamment du logement haut de gamme. Il y en a notamment sur les résidences avec service, parce que c'est rentable. Parce qu'aujourd'hui, le logement n'est pas rentable pour les institutionnels. Donc, il faut le rendre rentable et notamment les faire revenir sur certains segments de marché. Pas partout. Le gâteau, il est énorme. Mais aujourd'hui, les institutionnels, c'est plus que 2%. Ils étaient 20% il y a 20 ans, c'est plus que 2% des bailleurs. Donc il faut les faire revenir par des outils divers et variés. Il faut aussi moins donner le pouvoir aux ménages, aux petits propriétaires. C'est désolant à dire, je sais que ça va, je vais recevoir certainement des tomates. Je pense qu'aujourd'hui, la copropriété est un véritable sujet dans la rénovation du parc. Donc il est indispensable de plus aider la copropriété, ne plus aider les petits propriétaires locatifs, mais il faut quand même bien regarder qu'est-ce qu'on fait dans cet investissement locatif. Donc là, je pense qu'il y a nécessité également de regarder la rentabilité. Et n'oublions pas qu'autant sur les loyers, moi je suis plutôt, en tant qu'économiste, j'observe une inadéquation entre l'offre et la demande, donc des tensions selon les zones, selon les marchés, mais concernant le prix, mais les prix montent pour une autre raison. Et clairement, on est sur un marché d'investisseurs globaux. On est sur des marchés où l'investisseur, non seulement international, on ne va pas non plus les condamner. Heureusement qu'ils sont là aussi pour investir là où les autres ne veulent pas investir. Mais je pense qu'il faut quand même comprendre qu'il y a une mécanique financière très claire. C'est que quand les taux d'intérêt baissent, et le taux de rendement baisse, eh bien, la valeur des actifs monte. Et on a beau construire, on a beau offrir des actifs immobiliers, mécaniquement, ils baissent. Et aujourd'hui,
le regard, il est sur cette rentabilité, sur les taux d'intérêt qui vont monter. Ça veut dire peut-être justement un rééquilibrage des valeurs, une baisse automatique des valeurs. Et donc, voilà, je pense qu'il faut reprendre en résumé ces 3 dimensions économiques. Ça veut dire comprendre que le logement, c'est 3 dimensions économiques. Je le répète, un cadre bâti, il faut construire sur les friches existantes, il faut rénover surtout, il faut permettre à la filière qui peut le faire d'avoir les moyens. Deuxièmement, c'est un espace, il faut permettre les mobilités au sein des parcs locatifs. Troisièmement, c'est un actif qui rapporte un rendement. Il faut comprendre le mécanisme du rendement économique de cet actif. Et il faut surtout inciter de nouveaux entrants et surtout faire attention de ne pas privilégier les uns plus que les autres. Voilà, vous parlez des mécanismes de rendement. On va peut-être poursuivre sur cet aspect financier et sur l'aspect de la fiscalité avec vous, Henri Buzicazo. Oui, là, je ne vais pas être d'accord en plus avec Ingrid, mais elle l'a deviné. Pas tout à fait d'accord, moi. 3 choses avant ça. Dans les remèdes, il y en a un, on l'a dit, on n'a pas prononcé le mot, c'est l'aménagement du territoire. Un remède à la cherté, à un meilleur équilibre du logement, c'est l'aménagement du territoire. On n'en fait plus depuis 30 ans. Les ménages l'ont fait à la place des décideurs publics. Une anecdote, j'ai servi il y a très longtemps dans cette maison et ailleurs, Pierre Méhaignerie. Il a été, entre 86 et 89, le dernier ministre en charge du logement à avoir l'aménagement du territoire dans ses attributions. Depuis, aucun ministre en charge du logement n'a eu ça. On a parlé de la cohésion des territoires, de la cohérence des territoires. On tourne autour du pot, c'est pudique. L'aménagement, c'est volontariste. Ça veut dire qu'on a métropolisé ce pays depuis 30 ans. On n'est pas le seul pays à avoir sombré dans la métropolisation, mais globalement, on a créé 11 pôles métropolitains, et c'est là que les ennuis ont commencé. Beaucoup de choses qu'on a dénoncées, et encore une fois, le manque d'accessibilité des logements au sein de ces métropoles, voilà ce qu'on a produit. Il faut favoriser un aménagement du territoire équilibré. Les ménages nous montrent la direction, puisque la Covid a accéléré ce regard porté désormais vers les 2 territoires alternatifs, on va dire, c'est-à-dire les villes moyennes, voire les territoires ruraux. Alors, dans un premier temps, ça a favorisé des augmentations de prix, mais il y aura une deuxième période. Je vous donne juste un chiffre, c'est quand même, pour ainsi dire, un ménage sur 5 aujourd'hui qui était inscrit dans la file d'attente des métropoles et qui regarde d'autres territoires. Donc il faut favoriser, le sujet n'est pas que logement, il va être entreprise, évidemment, établissement des entreprises, infrastructures et égalité des territoires, en effet, pour un meilleur équilibre. Je pense qu'il faut aussi, on parlait de construction, simplifier. Ce pays ne sait pas le faire. Benoît Apparu, ministre du Logement, il y a une quinzaine d'années quand même, hein. Aujourd'hui promoteur, et il y a du mérite, parce qu'il avait lancé un grand mouvement de simplification des normes. Aujourd'hui promoteur, tout ce qu'il peut constater, c'est que lorsqu'il était ministre, il y en avait 6 000, il considérait qu'il fallait simplifier. Aujourd'hui, il y en a 8 000. Voilà. Donc le mouvement n'a pas suivi. Il faut de l'innovation foncière aussi. On a introduit, vous avez cité Madame la loi Elan, on a cité d'autres grands textes fondateurs, le bail réel solidaire par exemple. Pour simplifier, on découple le foncier et le bâti, et c'est un moyen de tempérer les prix. Bon. Sous contrôle. Il avait été proposé ici même par un député, il ne l'est plus, pour moi je le regrette, c'était un bon spécialiste du logement, que pour le logement libre aussi, on aille vers un découplage plus aisé du foncier et du bâti avec des offices fonciers libres. La fiscalité, en effet, elle est obsolète. On a entendu une promesse du président de la République, peut-être même du candidat, lorsqu'il était candidat à son premier mandat, nous annonçant une remise à plat, une modernisation de la fiscalité. Ça voulait dire forcément de la fiscalité immobilière, c'est un pan considérable de la fiscalité en général. On n'a pas procédé à ça. Pour solde de tout compte, on a eu la suppression de la taxe d'habitation. Je m'abstiendrai de dire ce que j'en pense, ce n'est pas le plus grand bien. En tout cas, si c'est le seul geste, ça n'est pas la modernisation. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, il y a eu des tentatives encore très récentes, j'espère qu'elles vont ressortir. On a vu apparaître une tentative d'imposer une flat tax, par exemple, pour les propriétaires bailleurs.
d'avoir un régime qui soit un régime de droit commun, qui prenne en compte l'amortissement, qui favorise d'ailleurs la transition environnementale, parce que ça favoriserait également les travaux. On n'a pas de modernisation de la fiscalité du propriétaire bailleur. On n'a pas de modernisation de la fiscalité des transmissions. Les droits de mutation à titre onéreux sont d'un archaïsme total. Alors, je n'ignore pas que ça constitue près de 15 milliards pour les collectivités locales, mais il y aurait pour moi des moyens de voir les choses différemment. Il n'est pas pensable qu'une transaction soit grévée d'un peu moins de 10% de sa valeur, 8,5 pour être tout à fait honnête, simplement pour voir, comme on dit au jeu, c'est-à-dire pour payer le droit de mutation à titre onéreux. Je pense que on pense aujourd'hui à alléger la fiscalité de la transmission à titre gratuit, c'est-à-dire les donations, les héritages. Il y a la fiscalité de la mutation qu'on décide, c'est-à-dire de l'achat. Et cette fiscalité, pour moi, elle doit avoir deux dimensions quand on va la moderniser. C'est un travail auquel il faut s'atteler. Ce n'est pas de longue haleine. J'estime qu'avec toutes les bonnes volontés, il y en a dans cette salle, en une année, on peut revisiter la fiscalité et la moderniser. Il y a des parlementaires très compétents sur ce sujet. Je cite Jean-Paul Mattei. Il a commencé ce travail-là. Je pense qu'il peut être un chef de file de cet élan de modernisation. Professionnellement, il sait de quoi il parle. Un autre, c'est un notaire. Il faut travailler à ça avec l'éco-conditionnalité et le dividende social. Alors, qu'est-ce que c'est l'éco-conditionnalité? C'est simplement dire qu'un impôt, une taxe serait allégé si le bien qui est visé par la transmission, l'acquisition, la vente, par la détention, la location, est lui-même traité au plan de la transition environnementale. Pour simplifier, on pourrait imaginer que les droits de mutation soient moindres sur des biens qui seraient vertueux au plan écologique. On pourrait imaginer qu'une taxe foncière soit plus basse si le bien a été traité. On pourrait imaginer que l'imposition foncière soit allégée pour un propriétaire qui prend la peine de faire monter dans la classe du diagnostic de performance énergétique le logement qu'il loue. Et deuxièmement, le dividende social. Il paraît normal, il y a des exemples, en Allemagne il y en a encore, il paraît très normal que l'imposition, par exemple, foncière, tienne compte de l'effort que va faire sur le loyer perçu le propriétaire bailleur. C'est ce que j'appelle payer le dividende social. Alors, il y a des prémices. Il y a eu le dispositif COS, par exemple, bon, qui a évolué, qui a changé de nom. Mais tout ça, ce sont des niches. Pour moi, il faut que dans un statut de propriétaire-bailleur, notamment, on prenne en compte l'acceptation de payer un dividende social et que ce soit de droit commun. Enfin, dans les remèdes, il y a une chose sur laquelle je voudrais être très clair. On se paie de mots, dans cette maison aussi, ou au ministère du Logement qui n'est pas loin, lorsqu'on parle de transition énergétique des logements. Et là où je ne suis pas d'accord avec Ingrid, c'est que pour moi, les institutionnels qu'on présente comme la solution pour déployer le parc locatif et pour avoir un parc locatif entretenu et rehaussé au plan environnemental. Je fais confiance aux institutionnels, mais avec des limites. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à des stratégies. Moi, j'aurais vu toutes les périodes en 30 ans, là encore. Pardon d'invoquer mon expérience, mais on a vu les institutionnels, Ingrid l'a dit, avoir 20% du parc. Puis, parce qu'il était bon bec du bureau, descendre à 2%. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit que le bureau, pour plein de raisons, le télétravail aussi, on ne sait pas trop quel est son avenir, alors on trouve des vertus au logement. Ce sont des stratégies qui varient. Quand elles ne varient pas selon les personnes qui sont à la tête d'une société foncière. Bon. Donc, je suis prêt à faire confiance avec des limites aux investisseurs. Je pense que ce sont les 5 millions de propriétaires bailleurs qui détiennent aujourd'hui les quelques 6,5 millions de logements du parc locatif privé qui sont le socle. Qu'il s'agisse de préparer la retraite, qu'il s'agisse de compléter ses revenus, qu'il s'agisse de constituer un patrimoine, ils sont au rendez-vous de l'histoire, il faut simplement les y aider. Et quand on dit que ces bailleurs vont faire la transition environnementale ou que les copropriétés vont le faire, et Ingrid l'a dit, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas.
Il faut fiabiliser les diagnostics de performance énergétique. Ils ne le sont pas encore. Il faut organiser la filière de diagnostiqueurs. Elle ne l'est pas. Il faut organiser la filière des entreprises capables de donner accès aux aides, c'est-à-dire reconnues garantes de l'environnement. Il y en a une sur 6 aujourd'hui. On a des problèmes de fond. Il faut favoriser un financement privé de la transition énergétique, pas tout attendre de l'État. L'État, je trouve, fait beaucoup. Et il le fait de manière juste, c'est-à-dire chacun selon ses moyens et plus ou moins aidé. C'est le principe de MaPrimeRénov'. Mais il faut que les banques soient au rendez-vous de cette histoire. Elles ne le sont absolument pas aujourd'hui. Il y a un retard de phase et je pense que les pouvoirs publics peuvent aller les piquer, les inciter et favoriser également le financement privé de la transition énergétique. On est loin du compte. On est loin du compte. Les échéances, j'étais de ceux, je ne me suis pas fait que des amis dans ma communauté professionnelle, qui ont dit, allez, l'échéancier de climat résilience, on va le tenir. La première échéance au 1er janvier 2023 pour les pires passoires énergétiques, déjà, elle ne sera pas tenue. C'est dans un mois. Elle ne sera pas tenue. Et les suivantes, si on veut les tenir, la suivante est en 2025, puis 2028, je vous dis que vraiment, il faut ouvrir les yeux sur les freins et arrêter de dire que tout va bien. Il y a une petite musique que j'entends. Je comprends que les pouvoirs publics doivent être allants sur le sujet. J'essaie de l'être à ma mesure, comme d'autres ici, côté professionnel. Mais ne nous payons pas de mots. Ouvrons les yeux sur les problèmes posés par cette transition. On n'est pas aujourd'hui... tous les moyens ne sont pas donnés, il y a beaucoup de freins. Alors, beaucoup de solutions, mais beaucoup de freins, vous nous dites, Henri Buzicazo. Christophe Robert, est-ce que pour vous, le levier majeur, c'est la construction de logements sociaux? Et comment, pour vous, on concilie la fin du mois et la fin du monde? Ouh là là, en 6 minutes? Ah, d'accord. Non, mais il y a beaucoup de sujets. Hein. On est en train de brasser très large, c'est normal. Mais je pense que ça peut donner envie de creuser un certain nombre de sujets. Je vais essayer de peut-être parler de 2 sujets qui n'ont pas encore été évoqués là, pour essayer de compléter le tableau. C'est vrai qu'on peut regarder où se situe la profession, et je partage beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait qu'il y a beaucoup mieux à faire en matière de fiscalité pour inciter, pour partager aussi l'effort, mais aussi pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050. Et le bâtiment est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il y a là un chantier considérable. Mais je ne reviens pas dessus parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Si on se place du point de vue, en tout cas qui est mon point de vue aussi, du rôle de l'État là-dedans. Il n'y a pas que l'État, hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, le foncier, la maîtrise du foncier, ce sont les collectivités locales. Donc on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais il a quand même un rôle, l'État, de garant des solidarités. Et si on se place du point de vue de ceux qui rencontrent des difficultés pour se loger, celui qui cherche un logement, parce qu'en fait, ceux qui sont déjà dans un logement de qualité à peu près normale, ils vont avoir des enjeux de rénovation thermique, effectivement, mais si leur logement est de qualité, correspond à la bonne taille, il n'y a pas vraiment de difficulté. Là où il y a un problème, c'est quand des personnes se présentent sur le marché. Et là, c'est plus compliqué. Notamment dans les secteurs plutôt attractifs parce qu'il y a de l'emploi ou parce qu'il y a des demandes de mobilité fortes. Et du coup, de notre point de vue à la Fondation Abbé Pierre, le rôle de l'État est essentiel pour s'assurer que les jeunes, les personnes qui ont des faibles ressources, les travailleurs pauvres, les personnes qui rencontrent des difficultés, qui ont eu un moment des parcours difficiles, trouvent chaussures à leurs pieds. Et c'est là où votre question du logement social, elle est essentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le logement social? D'abord, que c'est un bon mécanisme, le logement social. C'est-à-dire qu'il a plus de 100 ans dans notre pays. Il y a beaucoup de pays européens qui nous envient ce modèle économique qui est adossé finalement sur l'épargne populaire, avec des aides, des collectivités, de l'État, des prêts préférentiels, mais aussi l'idée de dire, comme vous avez des aides et des avantages, vous allez maintenir des logements en dessous du marché. Donc, si on regarde bien, le logement de qualité aujourd'hui dans les secteurs tendus, dans les grandes villes, on va dire, je sais pas, 25, 28 agglomérations les plus tendues, la question du logement social, elle est centrale. Et d'ailleurs, nos concitoyens ne se sont pas trompés, puisqu'il y a plus de 2 millions, on est à 2 100 000 demandeurs de logements sociaux aujourd'hui, dont une partie sont déjà logés dans le logement social et demandent une mobilité. Mais il y a quand même de plus en plus de demandes de logements sociaux. C'est-à-dire de pouvoir disposer d'un logement de qualité dans la ville où l'on veut habiter ou dans l'endroit où on bosse, qui soit à un niveau en dessous du marché, mais en fait qui soit tout simplement compatible avec les ressources.
Donc ce rôle du logement social, il est essentiel. Alors, un petit zoom quand même sur la question du logement social. C'est à peu près 4,5 millions de logements, ça dépend ce qu'on considère, mais on va dire que c'est à peu près ça, plutôt globalement de qualité, d'ailleurs qui a enclenché les rénovations thermiques, même s'il en reste à faire de manière assez dynamique. On est à un rythme d'intervention en rénovation thermique de l'ordre de 110 000 par an, c'est beaucoup. Il sait faire ce secteur, c'est ça qui est intéressant, il sait faire, donc ça rejoint hein, ce que tu disais tout à l'heure. En revanche, il est bien malmené depuis 5 ans, et ça il faut quand même se le dire dans cette enceinte. Il y a encore cette année, dans le projet de loi de finances, là, qui est débattu, hein, la présidente, une nouvelle ponction de 1,3 milliard d'euros sur les bailleurs sociaux. 1,3 milliard d'euros par an. C'est énorme. À côté de ce 1,3 milliard d'euros, il y a un autre outil dédié à la protection sociale dans le logement, c'est-à-dire dédié à ceux qui sont en difficulté de logement, ce sont les APL, les aides personnelles au logement. Là aussi, elles ont fait l'objet d'économies très importantes sur le budget de l'État depuis 5 ans. Pour que vous reteniez un seul chiffre, parce que là, il y a un choix politique quand même. En 5 ans, dans la précédente mandature, on a coupé 15 milliards d'euros du budget de l'État dédié au logement, qui devait venir, qui a été ponctionné sur les bailleurs sociaux ou sur les APL des ménages. Bon, alors, les APL, ça coûte cher, hein, c'est monté à 18 milliards d'euros. On peut comprendre que les législateurs se préoccupent de cette question. Quand on a eu la réforme en 1977, on avait dit, bah voilà, on va baisser les aides à la construction parce que le marché, on va libéraliser un petit peu. Mais comme il y aura quelques personnes qui s'en sortiront pas, on va mettre en place les APL pour les aider à se loger dans de bonnes conditions. Mais on ne pensait pas à ce moment-là qu'il allait avoir le chômage de masse, qu'il allait avoir la fragilité qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, on est monté à 6,5 millions de ménages bénéficiaires des APL, c'est-à-dire 13 millions de personnes, 18 milliards d'euros par an. Je peux comprendre que ça inquiète. Mais enfin, il faut se le dire quand même. Quand on coupe 15 milliards en 5 ans dans le budget des ménages, eh bien, ça a des incidences dans la capacité des bailleurs sociaux à produire plus, à rénover davantage, à apporter des services aux locataires, à apporter des réponses dans les quartiers populaires, dans les quartiers en politique de la ville. Et là, il y a un choix qui est fait de baisse de dépenses. Ça pose un vrai problème. Je ne vais pas plus loin, mais je voulais quand même vous le dire. Deuxième élément, s'il y a autant de monde qui va se rabattre vers le logement social, et la courbe des demandeurs de logement social ne cesse d'augmenter année après année, c'est qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds par ailleurs. Donc ça rejoint beaucoup de ce que l'on a dit sur le parc locatif privé, sur les niveaux de loyer, sur souvent les niveaux des charges pour les précaires énergétiques. Eh bien, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a tout un pan d'activités à développer, de leviers à utiliser autour de la régulation des marchés. Entendons-nous, je ne suis pas dans une lecture dogmatique, je suis simplement en train de constater ce qui a été dit tout à l'heure, c'est le décrochage entre les ressources et le coût du logement qui est devenu le premier poste de dépense des ménages, on l'a dit. Alors, je partage ton point de vue, il ne s'agit pas de tout bloquer les prix. Mais dans ce pays, par exemple, encadrer les prix des loyers du secteur privé pour qu'ils soient au moins un peu stopper les loyers excessifs, c'est très difficile dans notre pays. Alors qu'en Suisse, en Allemagne, on le fait depuis longtemps parce qu'on considère que c'est tellement important de se loger dans de bonnes conditions qu'on n'en fait pas une lecture idéologique. Eh bien, trouvons ensemble, avec les parlementaires, avec les élus locaux, avec le ministère, les bonnes solutions d'encadrement globalement des marchés. Je pense au loyer, mais on peut parler aussi de la mise à disposition du foncier public pour produire des logements plus bas que le marché. Ça a été dit par Henri tout à l'heure, quand une ministre s'était lancée sur le sujet. Bah oui, mais après, il y avait des gens qui disaient, bah oui, mais si l'État, il brade son foncier de l'armée pour faire du logement social pour les personnes qui en ont besoin dans les territoires, l'État va s'appauvrir. Oui, mais ce sont des choix politiques. Et c'est là où je reviens à la question du logement comme élément central de la vie de nos concitoyens. Si on regarde uniquement d'un point de vue budgétaire entre les différents ministères qui vont mettre à disposition le foncier, ou qu'on écoute simplement des acteurs économiques qui vont vous dire « Oh là 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 là, si vous encadrez les prix, pauvres malheureux, il n'y aura plus personne sur le marché », oui, mais enfin bon, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis avec le logement. Tu as parlé des droits de mutation, les collectivités locales d'ailleurs, ça représente une forte ressource pour elles. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre et qu'il faut tout mettre dans le logement pour sauver les pauvres. Je ne suis pas en train de vous faire de l'abbé Pierre. Quoi qu'on pourrait, hein, mais en m'entendant, je me dis pourquoi pas. Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au moins si on pouvait, Madame la Présidente,
et, mesdames et messieurs, les citoyens et les parlementaires, avoir des débats sur ces sujets, sur les filières, voilà, sur les... Oui, non, mais des débats pour prendre des décisions. De ce point de vue-là, je me réjouis que dans le Conseil national de la refondation, auquel nous étions ensemble, Madame la Présidente, à Marcoussis avec le Président de la République et la Première ministre, parce que les acteurs ont dit ce que nous sommes en train de dire, le logement est malmené, il n'est pas dans le viseur de l'action gouvernementale à sa juste place, il n'est pas du tout, mais il n'est pas à sa juste place, eh bien, le MEDEF a dit, les associations d'élus ont dit, vous avez dit, la Fondation Abbé Pierre a dit, etc. Et du coup, il va y avoir un Conseil national de la refondation dédié au logement. Tant mieux. Là, il y a un espace. Si vraiment le Président de la République veut changer la société française, et pas simplement depuis le perron de l'Élysée, mais en associant, comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'ensemble des concitoyens, l'ensemble des acteurs économiques, il y a de l'intelligence dans ce pays, il y a beaucoup mieux à faire pour résoudre la crise de logement. En tout cas, nous, on est partants pour le faire. Voilà, donc je crois que vous avez 3 points de vue qui parfois se rejoignent, parfois s'éloignent, mais en tout cas une vision globale et néanmoins assez précise des problèmes du logement et de la construction dans notre pays. Alors, plusieurs pistes ont été évoquées pour parer cette crise. Il y a des leviers qui existent à plus ou moins long terme, mais vous avez certainement, vous aussi, des questions à poser à nos intervenants, des points à éclaircir. Donc, c'est le moment de le faire. On va réserver 40 minutes maintenant à vos questions. C'est à vous de prendre la parole. Je vous rappelle juste la règle qui a été édictée et qui va être assez précise. 1 minute 30 pour poser vos questions et 3 minutes 30, attention, hein, ce sera plus court hein, pour vous, pour y répondre. Alors, si je vois une main se lever, si par là, s'il y a des micros qui arrivent aussi, peut-être pour mieux vous entendre. Alors, une question devant, là, monsieur. Si vous vouliez poser une question, si je vous fais passer le micro. J'ai 1 minute 30, c'est ça? 1 minute 30. D'accord. Bon, il y a des choses intéressantes. Hein. D'abord, je me présente, Jimmy Drissi. Je suis conciliateur civil et je suis aussi président de l'Union des propriétaires bailleurs. C'est une petite association. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez parlé d'économie, c'est très bien. Vous avez parlé de création de logements. Depuis des années, on nous parle du logement et de cette inégalité de création de logements un peu partout en France. Vous avez parlé de hausse des loyers. Madame, je tiens à vous dire, c'est pas vrai, madame. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il n'y a pas vraiment une hausse des loyers. Dans certaines villes, oui. Peut-être Paris, Lyon, dans des grandes villes. Mais dans beaucoup de grandes villes, les loyers n'ont pas augmenté depuis 20 ans, madame. Aujourd'hui, il s'agit de répondre correctement à la demande de logement. Comment y répondre? Il faut y répondre d'abord en étant consulté par les élus locaux, parce que c'est les élus locaux qui doivent faire un gros travail là-dessus. Vous avez bien dit tout à l'heure, nous sommes là pour écouter, réfléchir et trouver des solutions. Eh bien, c'est aux élus locaux à trouver des solutions. En rassemblant, comme vous l'avez fait, et merci Madame la Présidente d'avoir provoqué cette réunion pour qu'on puisse réfléchir ensemble. 10 secondes, alors posez votre question. Alors, je vais vous dire une chose, si on veut régler ce problème, ben, il faudra qu'on se mette, ça ne peut pas se régler juste sur le coin d'une table. C'est fini. Votre question, allez-y directement. Alors, moi j'aimerais qu'on se rencontre autour d'une table. Moi j'ai quelques propositions. Et les membres de l'association, pareil, mais on ne va pas vous les soumettre comme ça parce que ce serait trop long. C'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux. Donc ma question, c'est comment comptez-vous vous y prendre si vous voulez vraiment réfléchir sur la question du logement? Ce que vous n'avez pas fait depuis X temps. Merci. Merci pour cette intervention, monsieur. Vous avez un petit mot à dire, Henri Buzicazo? Un mot, il faut évidemment faire ce rassemblement d'énergie, d'intelligence. Je trouve que lors de la précédente mandature, les corps intermédiaires, comme on dit, ça désigne les syndicats, les associations, enfin voilà, hein, très largement, n'ont pas été assez écoutés et que ça s'améliore. En tout cas, il faut aller encore au-delà. Et deuxièmement, je déplore, j'ai même pu le dire à celui qui est titulaire de cette institution, que le Haut Commissariat au Plan ne travaille pas, me semble-t-il, mais je peux l'ignorer, sur ce dossier,
qui, par définition, est sur sa temporalité. Le plan, c'est le temps long. Quand je suis entré dans ce secteur, même chose, il existait le plan. Pas le Haut Commissariat au plan, mais le plan. Et j'ai un souvenir, mais ému, de séances du plan où les parties prenantes étaient rassemblées autour du titulaire, du commissaire au plan. Eh bien, moi, j'attends du Haut Commissariat au plan qu'avec le temps long et avec la perspective large des acteurs, ils favorisent ce que vous dites, parce que d'évidence, il faut le faire. Les élus locaux, les associations, les organisations professionnelles, les organisations de consommateurs ont de l'intelligence à apporter. Et puis ensuite, bien sûr, il y a un arbitrage qui se fait par un gouvernement, un parlement. Vous avez été plus court, c'est formidable. D'autres interventions ? Tout à fait d'accord. Merci Christophe Robert. Alors une question à ma gauche. Monsieur, vous aviez levé la main et puis... ce sera à vous. Je vais être extrêmement bref. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à cette assemblée de s'être réunie. Ça me fait plaisir de voir à quel point la question sur le logement vous tient à cœur. Merci Madame la Présidente d'avoir organisé cette assemblée. Je vais être bref, je me présente. Je suis Abou Ilyes, étudiant en droit. J'ai 18 ans et je suis jeune étudiant et je pourrais aujourd'hui me jeter sur la question du logement étudiant, du logement, on en a marre, c'est mal fait, c'est mal foutu, mais j'ai pas envie de me poser cette question. Aujourd'hui, je suis un peu triste. Je vais vous faire une confession, je suis triste. Parce qu'avant de se dire logement, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, il faudrait déjà que tout le monde soit logé. Et aujourd'hui, j'en ai marre, personnellement, de voir les SDF joncher les rues. J'en ai marre de prendre la rame de métro et de voir qu'il y a des personnes qui dorment dans la rue. Parce que oui, si vous l'avez oublié, moi je ne l'ai pas oublié, cette devise qui est du coup dans notre devise, la devise de fraternité. J'en ai marre de voir des citoyens dormir dans la rue. Et j'ai une deuxième confession à vous faire. Je suis énervé et en colère parce que je vois toujours et encore des dispositifs anti-SDF dans la rue. Et je me dis que, on ne va pas se mentir, on a besoin d'argent pour reloger ces personnes. Elle est là l'argent. Il faut arrêter d'investir dans ce genre de dispositif et se trouver les bonnes idées. Alors, mesdames et messieurs les experts, excusez-moi, je ne vous ai pas salué. Ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'on va continuer à laisser mourir nos citoyens dans les rues de froid et de faim? Je vous remercie. Alors, Christophe Robert, peut-être vous voulez Oui, répondre à cette question. Bon, ça dépend de qui on parle, de qu'est-ce qu'on va faire. Il y a deux choses. Moi, d'abord, je partage totalement votre analyse. Je pense qu'on ne peut pas dormir tranquille tant qu'il y a encore des gens à la rue. En 2022, en France, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. J'ai dit tout à l'heure que le nombre de personnes sans domicile avait doublé depuis 2012. Donc, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que on ne doit pas pouvoir dormir tranquille tant qu'on n'a pas réglé le problème. Après, le problème n'est pas si simple que ça. Mais on a les solutions. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, si on regarde bien, depuis 15 ans, 20 ans, face aux situations d'urgence, pour plein de raisons, des jeunes qui sortent de l'ASE à 19 ans, 20 ans, parce qu'on s'est occupé d'eux jusqu'à leurs 18, 19, 20 ans, mais après on les a un peu laissés tomber. On a fermé les hôpitaux psychiatriques dans les années 70, qui était une bonne idée, pour que les personnes puissent être dans la cité, mais on ne les a pas accompagnées dans la cité. Donc il y a aussi beaucoup de problèmes psychiques. On a beaucoup de personnes qui sont demandeurs d'asile, mais qui ne trouvent pas de place alors qu'ils devraient en trouver dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Aujourd'hui, une personne sur deux, qui fait que ça déshonore la France, parce que normalement, quelqu'un qui est en demande d'asile, on doit lui proposer un centre d'accueil. Comme il en manque, des personnes vont se retrouver à la rue. On a vu ressurgir les bidonvilles qu'on avait réussi à éradiquer dans les années 70. Donc il y a aussi des régressions. Et ces régressions, je partage totalement votre analyse, il faut les regarder en face. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Notre réponse, elle a été la suivante, c'est de dire on avait des urgences, des personnes expulsées, des jeunes sortant de l'ASE, des personnes qui ont des difficultés psychiques, de dépendance, des personnes en situation d'exil, de migration, à qui on n'a pas apporté la réponse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les solutions d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que depuis 20 ans, on a fait augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence, notamment en hôtels sociaux. Aujourd'hui, on est à 200 000 places. Mais ce n'est pas ça la solution. Parce que ça, c'est une solution qui n'est pas satisfaisante ni pour les finances publiques, ni pour les personnes. Parce que quand vous êtes dans un hôtel social, vous ne pouvez pas cuisiner, vous ne pouvez pas inviter qui vous voulez. Donc il y a eu une dérive, une forme d'insincérité dans la réponse des politiques publiques à ces situations de grande exclusion qui sont totalement inacceptables. Du coup, nous, à la Fondation Abbé Pierre, alors on n'a pas de subvention publique, mais avec les donateurs, on développe des réponses pour les personnes sans domicile, et aussi on regarde ce que font d'autres pays. Et il y a une bonne réponse qui s'appelle la politique du logement d'abord, qui est de dire, au lieu de faire entrer les personnes dans un hôtel social, puis après un hébergement d'insertion ou un hébergement d'urgence, et puis après un logement ceci, un logement, et un jour peut-être ils auront... Non, les personnes, comme tout un chacun, y compris quand elles sont dans la rue aujourd'hui, elles ont besoin d'un logement.
de droit commun pour se reposer, se reconstruire, se soigner, reprendre une vie sociale. Donc il faut inverser la logique. Il faut développer les solutions de logement durables pour les personnes en situation de grande exclusion et éventuellement les accompagner s'ils rencontrent des difficultés de santé, de dépendance ou autres. Ce plan Logement d'abord, que nous on a appelé de nos voeux, le président de la République, élu en 2017, a dit « je prends ». Je prends parce que ça a du sens. Et donc il y a des avancées avec ce plan Logement d'abord. Je vois un certain nombre de députés avec qui on a porté ces sujets-là. Il y a eu des avancées. Mais en même temps, si vous faites un plan Logement d'abord pertinent et que d'un autre côté, vous coupez dans le logement social, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous coupez dans les APL, vous coupez dans les protections sociales Et il faut conclure. et dans les amortisseurs de crise, eh bien, vous n'arrivez pas à faire monter cette solution. Cette bonne solution, elle est sur la table. Maintenant, il faut la faire monter en puissance. On va prendre une autre. Alors, il y a beaucoup de questions. On va prendre une femme. Il y avait une femme là-bas. Alors, allez-y. Hop. Bonsoir, Bonsoir. Catherine Sabat. Donc je m'occupe d'un think tank sur le logement qui s'appelle Idéal. Parmi les choses qu'on n'a pas essayé, il me semble, c'est lutter contre la spéculation. Et en fait, comme disait Henri Buzicazo tout à l'heure, on s'est habitué au fait que les prix montent et montent et montent et montent. Et finalement, tout le monde a intérêt à ce qu'ils montent. C'est-à-dire tous les acteurs de l'immobilier ont intérêt à ce qu'ils montent. Les propriétaires ont intérêt à ce qu'ils montent parce qu'ils vont vendre plus cher. Il n'y a que les primo-accédants qui n'ont pas intérêt à ce qu'ils montent. Et encore, puisqu'en France, on se projette toujours comme un jour je serai propriétaire, donc on a intérêt à ce qu'ils montent. Donc voilà, je me dis, est-ce que par le droit, par la fiscalité, il n'y a pas un moyen, comme on encadre les loyers, d'encadrer les prix, de taxer les plus-values qui seraient sur la résidence principale. Alors là, c'est un sujet hyper tabou et un gros mot, mais des plus-values indues qui, voilà, on voit des prix exploser parfois juste parce qu'un terrain devient constructible, parce qu'une gare se développe à côté de chez soi, etc. Donc, certains considèrent que c'est indu et d'autres que c'est une plus-value indue en un seul mot. Bref, il y a peut-être des moyens de lutter contre cette augmentation des prix à laquelle on s'est habitué et qui finalement arrange tout le monde. Merci. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous, Henri Buzicazo, vous voulez répondre ? Je veux dire une horreur ici. Je trouve que la réflexion, la remise à plat de la fiscalité, que j'appelais de mes voeux tout à l'heure, elle peut aller jusque-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle mette de l'équité dans l'histoire. Donc pourquoi pas, le même Jean-Paul Mattei que j'évoquais considère qu'il faut taxer les super-profits. Eh bien, appliqué à l'immobilier, ça peut donner ce genre de choses. Pour moi, je ne m'en indignerai pas. Après, il faut savoir, toujours pareil, où on met le curseur. Sur la taxation des plus-values de cession de la résidence principale. Pour moi, une remise à plat, oui, pourrait conduire à l'instauration de cette taxation. Alors le sujet, c'est qu'il ne faut pas dissuader d'être propriétaire. Il y a tellement d'intérêt pour la collectivité et pour les ménages à l'être. Simplement, dès lors qu'on aurait un élargissement de l'assiette, il faudrait un taux très bas. Et on pourrait d'ailleurs baisser le niveau de taxation sur les biens locatifs. Aujourd'hui, c'est inconsidéré. Il faut détenir 30 ans un bien qui n'est pas résidence principale, il n'y en a pas aujourd'hui, pour avoir une annulation de la taxation. C'est une durée qui est beaucoup trop longue. On a été à 12 ans il y a des années, on est monté aujourd'hui à 30 ans, c'est inconsidéré. Même chose, alors sur la résidence secondaire, c'est bon, j'allais dire c'est un sujet de moindre importance, c'est 10% des résidences, mais oui, on peut très bien penser à ça. En tout cas, la remise à plat de la fiscalité, elle va parler équité, dividende social, éco-conditionnalité. Je vais jusqu'à dire que l'IFI pourrait être éco-conditionné, c'est-à-dire que très clairement, un propriétaire qui peut être un très gros propriétaire, mais qui ferait l'effort pour son patrimoine, qui doit être locatif en grande partie, de le mettre aux meilleures normes énergétiques, eh bien on pourrait annuler ou affaiblir considérablement l'impôt sur la fortune immobilière qui existe aujourd'hui, puisque l'impôt sur la fortune tout court, sur le patrimoine, a été réduit au patrimoine immobilier. Je vous en prie. Moi, je pense qu'il faut aussi dissocier, on dit propriétaire, mais il y a tellement de types de propriétaires. Donc, on est en train de parler quoi là, des grands investisseurs, des propriétaires locatifs, des primo-accédants, des gens qui sont propriétaires pour occupation personnelle ou des propriétaires locatifs. C'est là aussi la question, parce que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la propriété, la sacro-sainte propriété en France.
Tout le monde a cherché à être propriétaire depuis des décennies. Changer le modèle en disant et pourquoi ne pas être locataire avec la possibilité d'accéder à une mobilité dans le parc, qu'il soit social, le parc locatif intermédiaire, le parc locatif privé. C'est peut-être une autre réponse. Et de laisser la propriété à des professionnels de la propriété en les encadrant, et de laisser aussi le choix à des ménages de ne pas être propriétaires. Or, aujourd'hui, ceux qui ont les moyens restent propriétaires. Et même les jeunes rêvent d'être propriétaires. On a l'impression que c'est le Graal d'être propriétaire. Je pense qu'il y a là aussi... Alors moi, c'est mon rôle de prof de toujours dire il faut réfléchir, en tout cas de vulgariser et de faire passer des messages qu'il y a d'autres choses. Et notamment, on est en Europe où on a une multitude d'autres solutions. Je pense encore aux pays scandinaves où la culture est différente. On a toujours opposé... les pays du Nord, des pays du Sud. Ou dans les pays du Sud, être propriétaire, c'est un statut social. Et dans les pays du Nord, être propriétaire, c'est pas forcément recherché. Et notamment, quand aujourd'hui, on parle de mobilité, on parle d'aller vivre dans les villes moyennes, puis revenir dans les métropoles. Je suis pas d'accord avec ta vision tout à l'heure de la métropolisation. Elle date de la Datar quand même, des 8 métropoles d'équilibre, c'est vieux. Mais voilà. Donc je reviendrai sur l'histoire de la propriété. Une question là-bas, au fond de la salle. Bonjour, Yannick Borg, je suis président du réseau ProCivis, promoteur accession sociale, 4e administrateur de biens français et à la gouvernance d'organismes HM, et je suis aussi un peu élu local. Moi, il y a plein de choses que je connais bien, et je connais Christophe et Henri. Il y a des choses qui m'ont heurté. Moi, je voudrais poser 5 questions et je pense que je vais tenir dans les minutes. La première, c'est qu'il faudrait qu'on arrête de se dire est-ce qu'il manque de logements dans ce pays? Oui, il manque de logements. Donc d'abord, ça, je pense qu'il faudrait que tout le monde le réaffirme, y compris la sphère la plus haute de l'État. La deuxième chose, c'est le quoi, le besoin. Henri l'a dit, on ne connaît pas le besoin. Le besoin, c'est répondre à la question où. Et ça, je pense que ce qui s'est passé ces derniers temps, notamment avec la crise sanitaire, change beaucoup la donne. Donc, il faut le retravailler. C'est le combien, c'est le comment. D'ailleurs, le comment, on met l'ambition énergétique, on met la densification, etc. Le troisième sujet, question qui s'adresse peut-être plus à Christophe Robert, c'est que moi, je pense que depuis quelques années, on a rompu le parcours résidentiel. La chaîne du logement, elle est cassée. Les jeunes qui ne trouvent pas de logement parce que certains ne se libèrent pas, qui pourraient leur revenir. L'accession sociale qui a été sacrément malmenée ces dernières années. Je vais faire de la peine à Mickaël Nogal, mais sur l'appel accession ou sur d'autres sujets. Et puis la quatrième question, le président de la République a évoqué, je crois, dans un de ses engagements, il n'a pas employé tout à fait le terme décentralisation, il a employé un autre terme qui m'échappe, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se dire que la grande politique nationale qui doit être imaginée et construite, elle n'a de sens que si on arrive à la descendre sur les territoires avec une espèce de décentralisation. C'est fini. Voilà, les 4 questions. Alors, voilà, de nombreuses questions. Je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous. Christophe Robert, vous voulez... Non, vraiment, Henri Buzicazo. En 2 secondes, la chaîne du logement a été rompue. Tout à fait d'accord avec ça. Et c'est même, on n'utilise plus cette expression, l'ascenseur social, on n'en parle plus. Il passait par l'accession à la propriété. Pour autant, je nuance parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ingrid. L'alternative aujourd'hui à la propriété de sa résidence principale, c'est vrai que c'est le statut de locataire et ça va l'être de plus en plus. En tout cas, pendant les quelques années qui sont devant nous, l'accès au crédit va être compliqué. La désolvabilisation, la fragilisation, pour le dire plus simplement, des ménages, malheureusement, va aller croissant. Et je pense que le statut de locataire va être le statut qu'on va regarder le plus naturellement. Et c'est le statut de la mobilité professionnelle, tant qu'on n'aura pas notamment baissé le droit de mutation à titre onéreux. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter un bien si on sait que 2 ans après, il faudra le revendre. C'est non. Et donc, des études d'ailleurs ont prouvé que les problèmes de mobilité professionnelle étaient majorés sur les territoires où il y avait plus de propriétaires. Donc ça veut bien dire qu'on n'a pas su faire rimer le statut de propriétaire avec le statut de mobilité. On pourrait le faire, mais le statut de locataire, dans l'intervalle, va compter beaucoup. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'histoire de la rupture de la chaîne du logement. C'est tout à fait vrai, qui va jusqu'à la multipropriété locative, voire la résidence secondaire. J'ai dit il y a quelque temps qu'on commençait à stigmatiser d'une manière un peu insupportable les propriétaires de résidences secondaires. Je pense que c'est aussi la liberté de l'hédonisme. Le logement, c'est aussi l'hédonisme. C'est le besoin primaire. Christophe s'en occupe mieux que quiconque. C'est aussi l'hédonisme et c'est la constitution patrimoniale. C'est les 3 choses. Moi, je pense qu'il est très important. Je vais réagir très rapidement aussi avec le chronomètre en face.
je vais rebondir sur les résidences secondaires. C'est quand même une proportion du parc importante, à peu près plus de 10%. Et c'est vrai qu'on stigmatise un peu la résidence secondaire. Et les meublés, ils sont inclus dedans, les meublés. Sauf que quand on regarde, et là on manque vraiment d'observation plus approfondie, quand on regarde, il y a quand même, je ne sais plus de 15% de résidences secondaires dans Paris, où on manque de logements. C'est quand même impressionnant, non? Donc là aussi, cette question, c'est il ne faut pas raisonner au niveau national, il faut raisonner au niveau des communes, des zones, des bassins d'emploi. Donc là, moi, ça me gêne. Oui, les résidences secondaires, la plus grande partie des 2/3 ou les 3/4 sont dans des zones, des zones de moins de 100 000 habitants, mais la plupart sont quand même dans des zones, une bonne portée, en tout cas, sont dans des zones tendues, sans parler du Airbnb, mais je te laisse peut-être intervenir. Là aussi, la question du Airbnb, très touchy, mais là également, est-ce qu'on donne la priorité à l'industrie du tourisme ou est-ce qu'on donne la priorité au logement? Là aussi, il faut savoir regarder en face les choses. Et également la question de la vacance. Donc en fait, il faudrait avoir le courage de regarder le stock. L'INSEE le fait, l'enquête logement, il y a beaucoup d'organismes qui le font, mais on le fait toujours avec des grandeurs géographiques. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment dans le cadre des politiques de l'habitat, dans la rénovation des lois, de la rénovation énergétique, biodiversité, etc., c'est important d'avoir des observatoires locaux de l'habitat et de pouvoir raisonner à des zones. J'ai proposé à Christophe, il m'a dit non. Ah oui. Voilà, donc je pense qu'il faut davantage d'informations, et tu l'as soulevé tout à l'heure, Henri. On a une bonne information nationale, une très bonne information, mais on manque d'informations beaucoup plus localisées. Merci pour cette réponse. Alors, j'ai une question par ici, à ma gauche, si on peut vous apporter le micro. Et alors après, on va repartir à droite. Allez-y, je vous en prie. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voulais juste vous dire qu'on a fait le déplacement de Strasbourg pour cette première. On remercie l'Assemblée nationale et tous les experts qui sont là pour nous accueillir en tant que citoyens. Et je vais vous parler en tant que citoyen. Comme monsieur avait parlé justement des sans-abri, moi je continuerai autre chose par rapport... donc je m'appelle le chef Kirdine, pardon, je suis président d'associations strasbourgeoises et aussi élu au Conseil de développement. Le Conseil de développement est quelque chose d'intéressant puisqu'il permet aussi de donner la parole à des citoyens et de faire bouger les choses sur différentes thématiques. Alors, ma question est simple. Le logement, on peut en construire facilement. Vous avez parlé de métropolisation. Il y a peut-être d'autres endroits où on pourrait construire en dehors des villes, hein, parce que les gens cherchent aujourd'hui, on l'a vu avec le Covid, à sortir de la ville et aller chercher du bien-être. Mais on doit penser aussi solidarité avec nos personnes âgées. Vous l'avez dit, une personne sur 3 en 2050, ce sera une personne âgée. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les processus de solidarité? Alors ma question est simple. Pensez logement construction avec tous les protagonistes. Il y a des spécialistes qui ont plein de normes à gérer aussi. Hein, c'est difficile et ça coûte de l'argent. Et ça se répercute bien sûr sur les ménages. La question est simple. Je souhaiterais savoir que si vous pensez logement, pensez aussi tout ce qui est autour. C'est-à-dire le besoin de mixité sociale, les infrastructures, etc. Et ça, il faut y penser. Avec l'ANRU, il y a un énorme travail, mais on a fait l'erreur il y a quelques années avec l'immigration de populations qui sont venues travailler en France. On a construit vite, on les a installés, mais on n'a pas pensé la suite. Et il faut penser cette donne-là. Merci. Henri Buzicazo. D'un mot, les promoteurs aujourd'hui, et depuis les années récentes, sont dans le paradigme que vous évoquez. C'est-à-dire que ce n'est pas des constructeurs d'immeubles, ce sont des aménageurs de quartier. Les maires les ont conduits et les conduisent de plus en plus à avoir ce regard avec une maille élargie, et c'est tout à fait nécessaire, parce qu'en effet, la mixité, on va la créer à l'échelon d'un quartier ou d'une ville. On va aujourd'hui créer l'écologie sur le même échelon, c'est pas sur un immeuble. On se dit, mais l'immeuble, comment on va le végétaliser? Oui, on peut faire des choses sur l'immeuble, mais c'est à l'échelon de l'îlot, du quartier, de la ville qu'on va le faire. Donc, je crois vraiment que la réalité, elle évolue très vite. Et vous voyez, je m'adressais à des promoteurs il y a quelque temps, c'était en sud-ouest de la France, et je leur disais, je crois qu'on n'a pas vu non plus vos évolutions. Ils n'ont pas tous évolué. Mais pas seulement les plus importants, même des entreprises familiales ou artisanales, sont dans le dialogue avec les habitants.
Ça, c'est nouveau. Un promoteur, il construisait, il avait un permis de construire, et au fond, la demande, on ne la faisait pas s'exprimer. On considérait qu'une étude marketing suffisait. C'est plus du tout ce qui se passe. Les maires dialoguent avec les habitants, les promoteurs dialoguent avec les habitants. Ça complique les choses. Hein, c'est pas, voilà. Yannick Borde est intervenu, il y en a d'autres aussi. Il le sait mieux quiconque. Alors en plus, il est à la fois maire et promoteur. Mais c'est dans cette intelligence qu'on va réussir. Ça, il n'y a absolument aucun doute. Christophe Robert. Sur la question de monsieur, parce qu'elle me paraît fondamentale, on n'en a pas parlé, on a parlé un petit peu de ségrégation territoriale tout à l'heure, mais rapidement. En fait, l'histoire, elle est simple. C'est vrai que dans les années 60-70, et c'est pas vrai dans tous les pays, c'est pas vrai dans tous les pays européens, on a construit beaucoup, massivement, aussi pour résorber les bidonvilles, aussi pour accueillir une main-d'œuvre migrée qu'il fallait loger. Et donc, ça a plutôt constitué une avancée sociale très importante. Hein. C'est-à-dire, on se retrouvait dans des logements de qualité, spacieux, éclairés, je disais tout à l'heure, avec la salle de bain, les toilettes et tout le confort à l'intérieur. Mais on est aujourd'hui confronté à quelque chose dont on ne parle plus beaucoup quand même. Donc, il y a effectivement le travail mené par l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Mais quand je dis qu'on n'en parle plus beaucoup, c'est qu'en fait, il y a quand même des phénomènes de concentration des populations qui ont des faibles ressources dans des parties du territoire où c'est seulement là où ils trouvent chaussures à leurs pieds. C'est-à-dire quand vous cherchez un logement, vous dites bah, je vais le chercher près de mon lieu de travail. Et puis au fil en aiguille, on se retrouve en périphérie, on se retrouve avec des logements qui correspondent à la capacité financière qu'on a dans le portefeuille. Et donc il y a des phénomènes de ségrégation assez importants qui fait qu'il y a des concentrations de personnes qui ont des fragilités, pas forcément des problèmes, mais il y a des fragilités. Et il y a deux réponses par rapport à ça. L'une, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une diversification de l'habitat, c'est-à-dire les formes d'habitat un peu partout. C'est-à-dire qu'on n'ait pas des zones réservées à ceux qui ont 800, 1000, 1200 euros dans telle partie de telle agglomération, de telle ville, de telle métropole. Ça, c'est un point essentiel. Mais après, ces territoires, ils sont là aussi. Et ils sont pleins de dynamisme, ils sont pleins de vie, ils sont pleins de bonnes choses, ils sont pleins de jeunesse. Et donc, c'est la question des moyens que l'on donne à ces quartiers pour jouer leur rôle de promotion sociale qui est posé. Alors, l'ANRU est intervenu sur le bâti, c'était nécessaire, ça a remis les maires dans la boucle dans ces quartiers populaires, mais il y a d'autres enjeux, les services publics, les transports, la culture, la place qu'on va faire pour tout à chacun dans ces espaces urbains, la rencontre avec les centres-villes dans les villes dans lesquelles ils s'inscrivent. Et souvent on dit oh, on met beaucoup plus dans ces quartiers, c'est complètement faux. Au nombre d'habitants, mais beaucoup moins, y compris le ramassage des poubelles. On va conclure là-dessus. Pardon ? On va conclure là-dessus. On va conclure là-dessus ? Non. Ah bah écoutez, concluons là-dessus alors. C'est vrai, vous avez fini votre temps de parole. On va prendre une dernière question. Dernière question dans la salle à ma droite. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup. Je m'appelle Jade Sarah, je suis juriste dans le logement social. J'avais une question, vous avez évoqué l'aménagement du territoire, les mobilités. En fait, finalement, est-ce que la question des transports, c'est pas une question essentielle quand on parle de logement ? Parce que les gens, ils ne font pas que vivre dans leur logement, ils se déplacent. Ils vont vers leur lieu de travail. S'ils ne peuvent pas se déplacer, s'ils n'ont pas des transports en commun accessibles, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une voiture ou de payer l'essence, je ne vais pas vous faire... c'est une question d'actualité. Comment on fait quand on se retrouve avec les logements qui sont à notre portée financière, qui sont dans des endroits qui ressemblent un petit peu à la diagonale du vide ? Est-ce que les transports, ce n'est pas un levier d'action pour le logement ? Ingrid Napi. Je pense qu'en effet, c'est indissociable, en fait, les transports et le logement. D'ailleurs, ce sont les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre, donc il faut trouver des solutions à ce sujet. Et c'est pour ça que la thèse de la redensification du bâti existant, des villes, des grandes villes, et j'ai parlé tout à l'heure des quartiers haussmanniens, mais il y a donc des façons de construire autrement et qualitativement en hauteur. On a tous stigmatisé la tour, typiquement les bars et les tours des ZUP. Je pense que le modèle a évolué et notamment il y a des gens qui pensent à ça. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des promoteurs immobiliers qui ont la capacité de réfléchir à dessiner un immeuble aujourd'hui vivable dans une densité urbaine avec une végétalisation puisqu'on est justement sur ces nouvelles façons de concevoir la ville.
Et donc, ça veut dire que se pose également la question de où va-t-on travailler? Faut-il aller mettre des bureaux en périphérie, grande périphérie? Ou faut-il les garder aussi en partie en centre-ville, et notamment la question du télétravail? Parce que télétravailler en grande banlieue, c'est bien, ça permet d'économiser des transports, mais que devient ce logement du coup avec le télétravail? Enfin, il y a énormément de sujets, mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut concilier les deux à la fois. Juste que vous venez de décoder l'épisode des Gilets jaunes. On n'a pas assez dit qu'il y avait des questions de logement derrière. Qui étaient les Gilets jaunes ou qui sont-ils? Je ne suis pas sûr qu'ils aient disparu. Ce sont des ménages qui étaient bien dans leur logement, qu'ils avaient acquis 15, 20 ans avant, 25 ans avant, oui, qui étaient souvent des maisons individuelles en effet, dans des endroits tombés en déshérence, qui devaient aller de plus en plus loin pour chercher leur travail. Et le télétravail, on le sait, résout une partie du problème, pas tout le problème, et qui avait un problème de carburant et de déplacement. Et donc, voilà, la question du logement, elle est reliée en effet à celle des transports, des infrastructures, de l'emplacement du travail. Quand je parlais d'aménagement du territoire, et que je disais qu'il fallait le favoriser, c'est sans doute aussi, bien sûr, libérer les énergies des maires, hein, et pas seulement des maires de villes moyennes, des quelques 100 ou 150 villes qui sortent du lot, mais aussi des communes périphériques. On a aujourd'hui une aspiration à vivre dans des communes de 3000, 3500 habitants qui ont des problèmes de logement, elles ont une offre insuffisante, qui doivent savoir attirer des entreprises et qui doivent en effet avoir des infrastructures qui les relient à la ville importante la plus proche de manière aisée et des infrastructures compatibles avec les préoccupations écologiques. Donc oui, ça va être le réseau ferroviaire, on en a parlé, il ne faut pas supprimer certaines lignes probablement, favoriser les transports en commun, c'est indissociable, c'est tout à fait vrai. Encore une fois, les gilets jaunes, il faut les décoder aussi comme ça. On avait supprimé les transports de nuit, on revient aux transports de nuit. Je pense qu'il est aussi intéressant de regarder comment développer ces circulations de trains locaux qui irriguaient toute la France. Alors aujourd'hui, on ne pense que TGV, mais il n'y a pas que le TGV. Allez, une question bonus, vraiment parce qu'il y a un monsieur qui lève la main depuis longtemps. Je vous en prie, si vous avez le micro, et ce sera vraiment la dernière question. Bonsoir, monsieur. Je vais essayer d'être rapide. Je suis Pascal Chambardelot, je suis architecte et professeur des écoles d'architecture à Belleville, où j'enseigne le logement et l'architecture des risques majeurs pour un 3e cycle que je dirige. J'ai entendu une seule fois dans pratiquement 1h30 de discussion le mot architecte. On pourrait parler d'architecture, ce n'est pas ressorti du tout. Et je pense, Madame la Présidente, merci de pouvoir organiser effectivement ce sujet sur le logement, et j'espère qu'il va y avoir des occasions où l'architecture pourra s'exprimer. Là, il y a une petite question. Vous avez évoqué la loi Elan. N'oubliez pas que dans la loi Elan, il y a une partie qui a retiré une partie des missions des architectes, notamment sur tout ce qui est maîtrise d'ouvrage public pour le logement. Et je demanderai aux députés de pouvoir revenir sur ce sujet-là et de respecter l'architecture, où dans l'enseignement des écoles d'architecture, c'est le domaine le plus pauvre de France par étudiant. Donc, si on veut s'intéresser à la question du logement, il faudrait peut-être se poser cette question. Et sur un domaine, et là je me retourne vers Christophe, Robert, sur l'habitat très social ou très social. On n'a pas parlé, quand on divise en décans dans les rapports de la Fondation Abbé Pierre, les 2 premiers décans, on les traite assez peu. Et je pense que les architectes là-dessus ont des solutions. Je travaille pour un organisme qui s'appelle le PUCA et on a pas mal de solutions à proposer, notamment dans les territoires ultramarins. Les territoires ultramarins n'ont pas été évoqués aujourd'hui. Je travaille actuellement sur Mayotte et je peux vous dire que la situation est absolument dramatique et que les architectes ont des solutions à vous proposer. Alors je vais rebondir sur la question de l'architecture, je crois que je l'ai évoquée 2 fois. Alors, je l'ai évoqué notamment, je suis tout à fait d'accord avec vous, quand j'ai parlé d'une période de quantité ou une période de qualité. On va passer à une période de qualité. Et qu'il fallait donc structurer la maîtrise d'œuvre et la filière de construction, avec trouver des... Et donc, ingénieurs, architectes et autres parties prenantes de la maîtrise d'œuvre apprennent à travailler ensemble et collaborer. Que dans la qualité, un des responsables, un des sachants, c'est bien l'architecte qui, depuis l'aube de l'humanité, a compris selon les continents ce qu'on appelle le confort d'été, le confort d'hiver.
Donc c'est vrai que dans cette approche très quantitative qu'on a eue, et notamment dans un contexte de financiarisation, on a un peu oublié l'architecte, et ça je pense qu'on le sait d'ailleurs. Maintenant, en effet, dans cette nouvelle approche, qui est une approche qualitative, où on va davantage se retourner vers les besoins, ce qui ne veut pas dire la demande forcément, mais sur cette demande, elle est alimentée par quels besoins, de regarder les besoins de la population. Dans cette approche qualitative, dans un contexte de rénovation, d'économie des ressources, que ce soit du foncier, que ce soit des coûts de construction, que ce soit des matériaux, l'architecte a en effet toute sa place. L'architecte, je trouve, sort la tête de l'eau. Aujourd'hui, je vois un meilleur équilibre entre la place faite au promoteur et la place faite à l'architecte, avec la liberté qu'il doit avoir pour partir. C'est un début, c'est un début. Il y a quelques signaux, ça me semble évident aujourd'hui. La transition environnementale, évidemment, y contribue. Et aussi l'intérêt que les architectes ont pour le bâti existant. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un très grand mépris des architectes. Moi, j'aime les artistes, mais j'aime bien aussi ceux qui font avec ce qu'on a. Hein. Et l'immobilier, on le sait, enfin... C'est 1% du parc qui est renouvelé chaque année, le reste c'est l'existant. Un mot pour les ultramarins, parce qu'ils ne pourront pas poser de questions, il y en a dans cette maison. Je voudrais dire que, là encore, la connaissance qu'on a des problématiques et des problèmes des logements, du logement dans les territoires ultramarins et leur diversité, ça doit faire l'objet de plus d'attention, de plus de connaissances et de dispositions spécifiques, parce que ce sont des territoires avec des spécificités extrêmement fortes. Je voudrais saluer le travail qu'avait fait Michael Nogal quand il présidait le Conseil national de l'habitat, parce qu'il avait créé une commission, un groupe de travail pour se pencher sur ces sujets. Je ne sais pas ce que c'est devenu. D'abord, il n'a pas encore de successeur, à ma connaissance, puisque je suis membre de cette assemblée, mais il faudra que son successeur ou sa successeur poursuive ce travail. C'est pas du mépris, je ne veux pas penser ça, de l'outre-mer, mais en tout cas, on ne donne pas à la France lointaine la place qu'elle a pour les questions de logement, construction, bâti, désolvabilisation, fragilisation des ménages. Christophe le sait parce que lui connaît ces territoires-là aussi, où je pense que tous les problèmes qu'il identifie, dénonce et contribue à traiter sont majorés. Alors, il nous reste 30 secondes, qui n'est pas le temps pour les questions, mais je vois que madame, vous avez une question à poser. Il y a beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les prendre, mais alors exceptionnellement, allez-y, vous avez 30 secondes. Bonsoir, Florence Adjeda, je viens de Saint-Laurent-du-Maroni. Je me permets d'insister parce qu'effectivement, on n'a pas du tout été cité ce soir. Je n'ai pas forcément des questions, j'aimerais juste vous faire part de ce qu'on vit. Sur mon territoire, il y a 16 000 personnes qui vivent dans des squats dans lesquels on est obligé de ramener des services publics parce qu'il y a des enfants qui vivent dedans. Donc on met des structures sportives, on met des écoles de proximité pour permettre aux enfants de s'en sortir. Je viens également d'un territoire où 98% du foncier est la propriété de l'État. Donc à chaque fois qu'il faut qu'on construise une école, on perd énormément de temps sur cette question-là. La question du logement est bien évidemment la conséquence de cela. On a une commune où il y a quasiment que du logement social. Les personnes comme moi, comme les infirmières, les médecins, toutes les personnes qui veulent venir vivre et travailler à Saint-Laurent-du-Maroni ont d'énormes difficultés à arriver parce qu'on n'arrive pas à les loger. Et dernière chose, il y a eu un reportage envoyé spécial dans la semaine où on parlait des bornes fontaines. Chez moi, il n'y a pas d'eau courante partout et il n'y a pas d'électricité partout. C'est ce que je tenais à vous dire parce que quand on parle de la question du logement et qu'on se demande ce qu'on n'a pas encore fait, il faudrait qu'on regarde la France dans l'ensemble de ses caractéristiques et de ses composantes. Parce que les Outre-mer font partie de la France. Et effectivement, il a fallu attendre 2 heures quasiment pour entendre au moins parler des Outre-mer. Merci. Et grâce à vous, cette erreur est réparée. Merci pour ce témoignage. Et merci à tous d'avoir participé, d'être venus aussi nombreux ce soir pour ce premier d'un long cycle de débats ici à l'Assemblée nationale. Toutes ces questions montraient qu'il y avait beaucoup d'intérêt en tout cas. Merci d'être venus. J'espère qu'on vous a apporté les réponses, que vous avez trouvé des éclaircissements et des points un peu plus précis. Merci à nos 3 invités qui ont accepté de vous répondre. Vous pouvez les applaudir, je crois. Henri Buzicazo, Ingrid Napi et Christophe Robert. Merci à vous, merci à tous et très bonne fin de soirée.